Épisode numéro 44 du podcast de Passion MLB. Dernier épisode avant le temps des fêtes. Bonjour à tout le monde qui nous écoute en live sur Facebook, sur X et sur YouTube. Je l'ai dit, c'est l'épisode numéro 44. C'est la dernière fois qu'on va se parler en 2024. Donc, profitez-en s'il y en a là, qui ont des questions à nous poser, là, comme d'habitude. Dans la section des commentaires en live, là, on y répondra un petit peu plus tard dans l'émission. Pour l'instant, je suis accompagné, comme à chaque semaine, de Sébastien Berroir. Monsieur Berroir, comment vas-tu? Ça va très bien. Une petite dernière avant la pause. Je vois. Pascal Harvey, qui est aussi avec nous. Pascal, comment vas-tu? Salut les gars, ça va bien? Ça va bien. Dernier blitz avant les fêtes, avant la période des fêtes, les vacances, là, ça signifie un temps d'arrêt dans l'année et bienvenue, mais on va en profiter pour recharger les batteries. Absolument. Ça va faire du bien. On a hâte, là, je pense, tout le monde au temps des fêtes. Là, j'ai même mis ma chemise aux couleurs de Noël. J'ai pensé y aller avec un chandail lait, mais j'ai pas la garde-robe de Sébastien, donc voilà. Ça part fort, hein? Je l'ai trouvé genre lundi. Là, j'étais fier de moi. Là, OK, t'étais vraiment prêt, là. Ah, j'étais prêt, j'avais peur de l'oublier. Mais ça sera pas le fun à soir, hein? Non, je pense pas, pour plusieurs raisons. Donc, au moins, tu pourrais te rallier sur Pascal. Lui, au moins, il est gentil. Là, il est pas... Oui, c'est ça. Lui, c'est une bonne personne. Bon cop, bad cop. Oui, c'est ça. Pascal, en parlant de toi, écoute, je voulais qu'on glisse un petit mot sur ExpoFest quand même. Là, on a appris dans les derniers jours que pour la prochaine édition, celle de 2025, les 1000 billets qui étaient en vente se sont vendus en 52 minutes qu'on s'est dit. Là. C'est quand même assez impressionnant. C'est un événement qui revient à chaque année, évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas, là, organisé par Perry G, qui sert à lever des fonds pour la bonne cause, puis qui permet d'amener des légendes des expos de Montréal une fois de temps en temps en ville comme ça pour rencontrer les fans, pour passer une bonne soirée là, à la thématique des expos. Puis on le voit, là, encore une fois, c'est encore populaire, les expos. Là, c'est toujours dans nos cœurs. Là. Ça se démode pas. Hein? Je pense qu'il y a la génération qui a connu les expos, il y a la génération qui a failli les connaître, puis il y a celle qui vit aujourd'hui grâce à ExpoFest. Ouais. On parle de bonnes personnes, tu l'as nommé, là, Perry G. Agnas, qui est l'homme derrière ExpoFest. Puis il y a deux éléments à ça. Il y a la cause pour la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants, le pavillon 4DMS. Perry qui ramasse des fonds depuis plusieurs années. Puis l'événement fort, évidemment, c'est le gala ExpoFest qui a lieu à Laval année après année. Cette année, il y a une thématique intéressante. Puis oui, tu le dis, Charles-Alexis, les billets se sont vendus dans un temps record. Moi, je me suis réveillé en passant à la 53e minute. Fait que je vous confirme que je n'ai pas de billets. Tu dois avoir des contacts, par exemple? J'ai des contacts, puis je me croise les doigts. J'espère que le Père Noël va passer. Je me souviens, il y a une édition il y a quelques années qu'on était allés ensemble, justement. C'est toujours le fun, là, ces soirées-là. Là. Ouais, c'est toujours le fun. Puis, tu sais, c'est l'esprit qui est derrière tout ça. Puis, de revoir des légendes, là, des expos, ça fait toujours du bien. Puis, il y a eu un texte cette semaine qui est paru là, concernant les Rays de Tampa Bay. Puis, ne pas oublier Montréal dans un éventuel déménagement. À chaque année, on va toujours en parler parce que Montréal a toujours le goût de recevoir encore une équipe. Puis, la thématique cette année, c'est le retrait de plusieurs numéros. Puis je pense qu'encore là, on le fait de façon symbolique, on le fait pour la cause, mais ça va permettre de retirer les numéros de Claude Raymond, Vladimir Guerrero père, Felipe Alou, Steve Rogers, Tim Warlock, Larry Walker, Jeff Reardon et Charles Bronfman. Moi, je trouve ça intéressant, le clin d'œil de Charles, pour Charles Bronfman, mais les joueurs là, qui vont voir leur numéro retiré, si les expos étaient encore de ce monde, s'ils jouaient physiquement, c'est possiblement au fil des ans des numéros qui logiquement auraient été retirés. Ne serait-ce que Guerrero Senior et Larry Walker, c'était des incontournables. Steve Rogers aussi, selon moi. Jeff Reardon, qui a possiblement été le meilleur releveur là, qui a porté les couleurs des expos. Il y a eu John Wetland là, au cours de quelques années, mais Jeff Reardon a été là pendant plusieurs années. Bref, ça va être une édition incroyable. Puis là, je nomme les gens qui vont être là pour voir leur numéro retiré, mais en plus, il va y avoir l'inépuisable Billy,
qui est là année après année. Mel Rojas, Al Oliver, Denis Boucher, Moïse Salou qui va être là avec son père, Wilton Guerrero, le petit frère de l'autre, José Vidro, puis Dave Vannon qui a été la voix des expos en anglais là, durant plusieurs années. Fait Perry, il lâche pas. Il lâche pas, puis c'est sans compter qu'à chaque semaine, à chaque mois, il fait encore parler de lui pour la cause. Puis moi, je suis derrière cette cause-là, évidemment, pour ce que ça représente, mais aussi pour mon amour inconditionnel pour les expos. Là. C'est vraiment une belle cause. On aurait envie de vous dire, dépêchez-vous pour aller acheter vos billets. Ben, pour ceux qui ne sont pas encore, Pascal l'a dit, c'est la renommée de cet événement-là est faite. Puis, Sébastien, là, on entendait la liste là, que Pascal a nommée. Là, c'est une belle brochette quand même. Oui, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de mauvais noms là-dedans. Hein? Non. Puis, on devrait envoyer ces numéros-là à Washington puis leur demander des retirs officiellement dans la franchise des expos. Comme ça, ça bouclerait la boucle. Ils vont dire probablement que c'est leur priorité numéro 1. Là, oui, ça va se faire le lendemain, là, c'est sûr. Vraiment. Merci donc pour ça, Pascal. Je trouve que ça commence bien le podcast. C'est important de le faire. Puis là, on peut aller du côté de l'actualité puis parler un petit peu de ce qui s'est passé du côté des Blue Jays de Toronto. OK, Blue Jays, let's play baseball. Sébastien, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de Jordan Romano qui est passé chez les Phillies de Philadelphie, il est devenu agent libre par la force des choses et il a décidé de signer du côté de Philadelphie. Il a parlé récemment et il y a Matt justement qui nous mentionne des fois certains athlètes sont bons pour dire des bêtises sur les réseaux sociaux. Sérieux, Romano, pas fort. Écoute, Romano qui a parlé là, de la fin de son passage avec les Blue Jays, de la décision de signer à Philadelphie. Peux-tu nous en parler un peu? Ben moi, je n'ai pas trouvé ça si pire. Il n'y a pas de ressentiment envers l'organisation des Blue Jays. Donc, j'ai trouvé ça assez. Qu'il a fait ça avec classe. Tout ce qu'il a dit au final, c'est que. Il a choisi les Phillies pour leur culture gagnante, pour la ville, pour l'équipe, pour les joueurs. D'un autre côté, ce n'est pas vraiment une surprise qu'ils ne reviennent pas à Toronto. On l'a un peu laissé aller, on ne lui a pas fait d'offre, on ne voulait pas lui donner nécessairement ce qu'il méritait, entre guillemets. Est-ce que vraiment il méritait ce salaire-là? Ça reste à discuter. Mais quand même, il est revenu sur son passage avec les Jays. Il a dit qu'il a apprécié. Il a évolué au sein de cette organisation-là dans l'enclos de relève jusqu'à devenir le releveur numéro 1, le closer. Ça ne s'est pas toujours bien déroulé, mais quand même, il y a eu des bonnes périodes à travers des moins bonnes. Mais quand même, si on prend sa carrière, son passage chez les Jays, ça a quand même été du positif. Mais là, il ouvre un nouveau chapitre. Il espère être en santé, pouvoir aider l'enclos des Phillies. Peut-être qu'il va se retrouver dans le même rôle, un rôle de closer. Peut-être qu'il va se retrouver à mettre la table. Ce qu'il va devoir faire, c'est être flexible puis arriver, quand on va lui demander d'arriver, d'être prêt puis de répondre avec des bonnes performances. Moi, je regarde ça, Pascal. Là, j'ai l'impression que les Blue Jays, pour des raisons salariales, ont décidé de s'en départir, évidemment. Finalement, ils ont signé pour plus d'argent avec les Phillies. Là. Peut-être qu'il y a eu une petite surenchère via le marché des joueurs autonomes. Là. Ça peut avoir cet effet-là. Penses-tu que les Blue Jays vont s'ennuyer de Romano en 2025? Ben, il y a un élément sur lequel Romano ne peut pas en vouloir aux Blue Jays, c'est le facteur blessure. Je veux dire, ça arrive à tous les joueurs. Puis à l'inverse, les Blue Jays ne peuvent pas en vouloir à Romano non plus. Est-ce qu'ils vont s'en ennuyer? Ben, c'est sûr qu'il a donné des bonnes années, là, mais au cours des 2 dernières années, ça a peut-être été plus difficile. Et la dernière, ben, ça a possiblement été la pire, là, mais on sait pourquoi. En fait, il a choisi la bonne ville pour se faire ruer, si c'est le cas. Hein. Je pense que Philadelphie est reconnu pour ça. Ouais. Mais s'il n'y a pas de solution de rechange à Romano dans l'immédiat, puis qu'on ne réussit pas à aller chercher quelqu'un qui va pouvoir remplacer Romano, ben, il y a de fortes chances, évidemment, que les Blue Jays puissent s'en ennuyer. Mais il y a une question de sous là-dedans, il y a une question de gestion budgétaire, puis il y a une question du fait que Romano n'était plus aussi dominant qu'il l'était. Maintenant, à Philadelphie, comme tu le dis, Sébastien, peut-être avec un rôle peut-être moins demandant, mais il va peut-être être plus efficace et moins susceptible d'être blessé aussi. Là.
Puis, tu sais, les releveurs, c'est tellement. Ça peut flancher tellement vite, Pascal. Tu sais, moi, mon exemple préféré, c'est Craig Kimbrell, là, qui était dominant, dominant, dominant. Il a été échangé aux White Sox de Chicago, qui ont fait Hey, on va apporter juste un petit ajustement. Tu vas lancer en 8e au lieu de la 9e, puis c'est terminé. On ne l'a plus jamais revu au sommet de sa force. Tu sais, ça prend pas grand-chose, des fois, pour casser un releveur. Là. Tu sais, tu regardes les bons releveurs d'il y a 4-5 ans, ça n'a rien à voir avec les bons releveurs d'aujourd'hui, ce qui n'est pas toujours le cas pour. Tu sais, il y a des lanceurs partants qui perdurent, il y a des frappeurs qui perdurent. Mais les releveurs, là, il y a tellement un gros roulement. Puis historiquement, là, on parlait des bons releveurs avec les Expos tantôt. Ça change vite des releveurs dans une équipe. Ben, ça se passe entre les deux oreilles. Puis ces gars-là se préparent à une manche. Mhm. Eux, leur rôle, quand ils rentrent, ils sortent de l'enclos des releveurs, c'est moi, je vais faire une manche ou peut-être que si je suis chanceux, je vais en faire 2. Fait que tu peux flancher. Un mauvais tir, ça fait la différence. Un frappeur de trop, et ainsi de suite, ça joue vraiment, vraiment entre les deux oreilles. Un partant, sa routine de préparation est totalement différente. Lui, il sait qu'il va performer sur plusieurs manches. Ouais. Moins de manches qu'avant, vous me direz. Là. Ouais. Mais n'empêche que pour un releveur, là, une carrière, ça peut être très court. On a juste à penser à Josh Hader, qui a été très, très, très dominant, puis qui l'est peut-être un petit peu moins aussi. Là. Fait que c'est un autre bon exemple. C'est encore plus vrai pour les closers. C'est vraiment des bébites. Là. Les autres qui arrivent là, puis ils ont toute la pression, comme tu l'as mentionné. Une petite erreur, tous les yeux sont rivés sur la performance du closer en 9e avec une avance d'1, 2 ou 3 points. Fait que le match peut basculer à ce moment-là. Fait que, toute cette pression-là, au fil des années, bien souvent, ça vient peser sur le releveur, puis c'est là qu'on sent une certaine descente. Puis je pense à Emmanuel Claessé qui a connu des difficultés à la toute fin des séries des Guardians. Si ça arrive au mois de juillet, cette malchance-là pour Claessé, il se passe quoi dans sa tête pour le reste de la saison? Là, c'est fini. Là, ça finissait la saison, on passe à un autre appel. Ouais. Il va avoir le temps de récupérer. Mais si ça se passe au mois de juillet ou au mois d'août, c'est une autre paire de manches. Là. Ou peut-être même qu'au contraire, ça aurait été anecdotique. Puis, tu sais, il y aurait eu une mauvaise passe, puis qu'après ça, ça serait relevé, puis qu'on aurait dit, ben écoute, il a été dominant toute la saison. Il y a eu un 3 matchs en juillet, mais. Puis on l'aurait balayé du releveur de la main. Mais oui, ça aurait pu aller d'un côté ou de l'autre. C'est ça qui est spécial là, pour les releveurs. Benoît ici qui nous mentionne que Chad Green pourrait être une option. Et je pense qu'il a fait une très belle job le temps qu'il a été closer. Sébastien, à ce point-ci de sa carrière, est-ce que tu vois Chad Green comme releveur numéro 1 au sein d'une équipe? J'ai des gros doutes. C'était déjà pas tout à fait le cas avec les Yankees. Je pense qu'il manque trop de constance pour qu'on l'utilise dans un rôle de closer, encore plus à ce stade-ci de sa carrière. Je pense que si tu l'amènes en 8e manche, c'est un rôle parfait pour lui. Mais de là à lui mettre toute la pression en 9e, il va pouvoir le faire pendant un certain temps. Mais sur toute la saison, j'ai vraiment des gros doutes qu'il peut occuper ce rôle-là. Ça va prendre un closer à un moment ou à un autre à Toronto, puis un vrai, là, sur qui on peut compter que, oui, ça peut fonctionner un comité, mais un gars que tu dis, bon, on a amené le match en 9e, on a l'avance, on va s'en sortir avec lui. Ça va en prendre un. Il n'y en a pas 42 000 là, à travers le baseball majeur, mais quand même, il va falloir trouver une solution, puis il va falloir trouver une façon d'en amener un à Toronto. Tu dis trouver une façon d'en amener un à Toronto. Est-ce que ça pourrait s'appliquer à littéralement des joueurs de n'importe quelle position? Parce que depuis le début de la saison morte, c'est le festival des joueurs qui ne sont pas débarqués du côté des Blue Jays. Je vois Matt ici qui nous dit le coup de Bellinger, excellent pour les Yankees. Est-ce que les Jays étaient vraiment une bonne équipe pour Cody Bellinger? Dans les circonstances ou au prix où il a été échangé, oui, il était une bonne option pour les Blue Jays. Là, Pascal, tu regardes un gars comme lui qui aurait pu jouer aux 3 champs, qui aurait pu jouer au premier coussin si jamais Vladimir Guerrero Junior est frappeur de choix une fois de temps en temps. Un frappeur gaucher comme ça, ça n'aurait pas nuit, mais encore une fois, les Blue Jays qui ont de la misère à amener du monde. C'est Bellinger, mais on pourrait parler de n'importe quel autre agent libre qui a signé ailleurs. On peut parler de Corbin Burns, que c'était fait là, selon certaines personnes qui s'en venaient à Toronto, puis l'autre dernière nouvelle, il est encore agent libre. Ils ont de la misère, les Blue Jays, là, à aller chercher le petit dernier pas qui nécessite la signature. Ben, tout bon frappeur gaucher serait le bienvenu à Toronto, là, dans les circonstances. C'est pas facile pour les joueurs autonomes de passer du côté nord de la frontière. Toronto a déjà été une destination intéressante parce qu'on sait qu'il y a de l'argent à Toronto, mais je ne sais pas, les joueurs hésitent, puis la planche de salut pour aller chercher des bons joueurs pour Toronto, c'est par voie de transaction.
Parce que sinon, les joueurs autonomes, là, depuis quelques années, oublions ça, parce que il y a plein de noms qui circulent. Oui, on sait que les Blue Jays sont dans plein de dossiers. On a vu encore Soto cette année. On a vu apparemment Ohtani l'année passée, mais il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe, puis on est allé chercher Jiménez par voie de transaction. C'est un peu mince là, pour dire qu'on va être des aspirants l'année prochaine. Oui, c'est assez mince. Je suis d'accord avec toi. Puis écoute, Jean-Michel qui a un commentaire à ce sujet-là, justement, voir les Jays incapables, en dehors de Jiménez, d'amener du renfort. Le all-in de la direction pour la prochaine saison est-il encore crédible? Puis je te lance la question, Sébastien. Parce que généralement, leurs plans B sont souvent pas très bons. Puis on l'a vu l'hiver passé, là, c'est passé de Shohei Ohtani à Isaiah Kiner-Falefa puis Kevin Kiermaier, là, qui sont pas des vilains joueurs, mais qui sont pas des Shohei Ohtani. Puis dans une division qui est coriace, là, les Yankees qui sont en train de ramasser tout ce qui bouge depuis qu'ils ont perdu Juan Soto, les Rays qui se construisent une équipe, Boston, Baltimore qui sont encore là. C'est ça. Pour l'instant, c'est Jiménez, c'est Nick Sandlin, puis c'est Yimi Garcia qui est de retour. Là. C'est ça pour le moment, la saison morte. Oui, puis la question, c'est est-ce que le all-in est encore crédible? Je vais retourner la question, est-ce qu'il a déjà été crédible? Parce qu'on n'y a pas vraiment cru depuis le début à ce supposé all-in-là. Puis ce qu'on voit durant la saison morte, ça conforte un peu ce qu'on disait ou ce qu'on s'attendait, puis on n'est pas les seuls. Là. On n'a pas inventé ça. On le savait que les Jays, c'est ça leur problème. Ils ne sont pas capables, on l'a vu l'an dernier, durant la saison morte, ils ne sont pas capables de faire les pas qui ont besoin pour passer au prochain niveau. Donc, je ne vois pas pourquoi il l'aurait fait cet hiver. Puis jusqu'à maintenant, il nous donne raison. Puis moi, la transaction de Bellinger, j'en reviens pas encore dans le sens que je m'attendais à ce que les Yankees payent plus que ça en termes de joueurs. Je m'attendais à ce qu'il y ait un petit peu plus d'argent du côté des Cubs, mais en termes de joueurs, on a payé Cody Potti, qui est un releveur de 30 ans. Ouais. Ils l'ont donné, là. Ils l'ont donné, c'est ça. Donc, je m'explique mal pourquoi les Jays n'ont pas payé ne serait-ce qu'un petit peu plus pour aller le chercher. On l'a vu qu'ils sont capables de payer pour aller chercher Jiménez. Puis là, tu vas chercher un autre bâton gaucher qui peut jouer au champ extérieur. Je comprends qu'au premier coussin, on n'a pas vraiment de trou, mais au champ extérieur, on a une place. Je me l'explique mal. Non, c'est assez spécial. Puis, tu sais, surtout, Pascal, on parlait du prix, puis on parlait là, dans les dernières semaines là, du MLB Network là, qui faisait des propositions de transactions invraisemblables. Là. Ben, il y a Ruben Amaro là, que lui avait dit les Blue Jays pour aller chercher Bellinger, puis en retour, tu pourrais donner Ernie Clement, qui est un joueur de tous les jours l'an passé, Arjun Nemala, qui est un gros espoir de l'organisation, qui devrait être là dans une couple d'années, puis Jake Bloss, un gros lanceur partant qui s'en vient dans le baseball majeur, qui avait été la pièce maîtresse acquise contre Yusei Kikuchi. Finalement, Sébastien l'a dit, il a été échangé contre un releveur de 30 ans. Là. Pour moins que ça. Pour moins que c'est ça. Ouais. Ça n'a pas de sens. Là. Il était dans le champ. Là. Mais moi, je vais peut-être avoir des propos difficiles, mais les Blue Jays n'ont pas de plan. Tu sais, tu as développé Guerrero, tu as développé Bichette dans ton organisation, tu les as fait monter. Après ça, tu as eu un trou béant. Tu as cessé de développer des joueurs, puis tu as patché des trous avec Josh Donaldson, avec plein de joueurs qui sont arrivés, des fois en fin de carrière, des fois qui avaient encore du bon jeu en eux, puis tu as comme un fossé qui s'est créé. Puis là, on n'est pas capable de récupérer ces éléments-là. Puis là, il faut prendre des décisions déchirantes dans le cas et de Guerrero et de Bichette. Puis si on ne prend pas les bonnes décisions, écoutez, cette équipe-là va être dans la cave pendant des années et des années. Là. Malgré le portefeuille qui est épais comme ça, malgré que tu joues dans une division très forte qui serait supposée te tirer vers le haut et non pas vers le bas, ben, il va y avoir un clash monumental. Puis il me semble qu'on s'en va lentement mais sûrement vers ce clash-là. Au rythme où ça va, puis de vouloir parier constamment sur les plus gros joueurs autonomes à chaque année, puis de jamais les attirer, ben, c'est pas un plan, ça. Mais non, pas du tout. Tu sais, là, ils sont vraiment entre deux, comme tu le dis, puis il y a Benoît aussi là, qui est d'accord avec ta lecture de la situation. Tu sais, les Blue Jays, puis je pense que c'est Jeff Passan qui avait dit ça il y a quelques semaines, les Blue Jays sont bons pour être sur les plus gros cas, puis tu sais, là, c'est Corbin Burns, c'était surtout, l'an passé, c'est Ohtani, nomme-moi qui tu voudras, mais les joueurs de milieu, là, tu sais, du marché d'agents libres, ils ont de la misère à aller les chercher parce qu'ils ne veulent pas mettre plus. On dirait que les dirigeants ont encore la mentalité de Cleveland où il ne faut pas trop que tu surpayes, puis que les gros joueurs sont considérés comme l'exception qui permet de péter le budget. Mais dans cette optique-là,
puis dans l'optique où tu fais juste développer certains gars en allant chercher un peu, en signant pas de prolongation de contrat. Tu sais, la direction actuelle, là, il y a Randall Grichuk et il y a José Berrios qui ont signé des prolongations de contrat avant de devenir joueur autonome. C'est tout dans les 9 dernières années. C'est pas beaucoup, là. C'est pas beaucoup. Puis, tu sais, Grichuk, c'est un honnête voltigeur, mais c'est pas la mer à boire non plus. Le Berrios, c'est un bon lanceur, mais sinon, c'est très, très mince en plusieurs années comme ça. C'est le désert, là. Complètement. On peut comprendre qu'ils ne sont pas capables d'aller chercher les gros joueurs autonomes. Probablement qu'on ne peut même pas les blâmer, qu'ils n'ont rien à se reprocher. Mais quand vient le temps de faire une transaction, pourquoi tu n'es pas capable de closer le deal pour aller chercher le joueur dont tu as besoin? Ça, c'est inexplicable. Le marché des joueurs autonomes, c'est particulier. Le marché de Toronto est particulier, mais une transaction, le joueur, s'il n'y a pas une clause de non-échange ou de non-mouvement, il ne peut pas la refuser. Donc, il n'y a pas de problème. Tu as juste à payer le vrai prix. Puis tu vas l'avoir, le joueur, mais on n'est pas capable de closer ces deals-là. Puis tu as dit d'aller chercher le bon joueur, c'est ça aussi. Là, je ne veux pas me repartir là-dessus, mais André Gimenez n'était pas le bon joueur à aller chercher pour les Blue Jays. C'est une équipe qui est très bonne défensivement, qui a besoin d'attaque, puis tu vas renforcer ce besoin-là en bloquant Will Wagner au deuxième coussin. Pourquoi tu n'as pas été chercher un gars qui frappe? C'est cette gestion-là aussi des actifs à certains niveaux qui fait en sorte que, écoute, tu mises sur quoi? Sur le fait que Bo Bichette s'est coupé les cheveux puis que ça va faire comme Vladimir Guerrero Jr. puis comme Jacob deGrom, là? C'est quoi le secret qui est dans les cheveux? Puis, ça peut pas être juste ça, là. C'est comme une transaction panique, hein, en voulant... C'est en réaction à Soto puis ainsi de suite, mais c'est pas avec des transactions paniques que tu bâtis ton avenir, là. Non. Mais tu peux faire ce genre de transaction-là. Si tu vas chercher Jimenez, puis qu'ensuite tu vas chercher Bellinger, tu commences à parler. Puis là, tu es en train de construire. Mais là, tu vas juste chercher Jimenez, qui est bon défensivement, qui est excellent, là. Mais il n'y a pas de suite, c'est ça. Il ne t'amènera rien offensivement. Tu vas être bon défensivement, tu vas diminuer ton nombre de points accordés, mais tu ne créeras pas d'offensive. Donc, pourquoi tu peux faire cette transaction-là, mais après ça, va chercher les autres éléments que tu as besoin. Ben c'est ça. Mais tu sais, Jimenez, il aurait fallu que ce soit avec certaines équipes en particulier. Tu sais, je répète, si les Dodgers avaient été chercher Jimenez, je crierais au génie parce qu'ils ont besoin de stabiliser leur avant-champ, puis parce qu'ils n'ont pas besoin d'attaque. Tu le stationnes comme 9e frappeur. Tu lui dis, à cette heure, toi, ta job, c'est rends-toi ses buts pour qu'Otani ait quelqu'un sur les sentiers quand il va frapper ses innombrables circuits, puis soit parfait défensivement. Ça aurait été une acquisition idéale. Mais à Toronto, ils ne comptent juste pas les besoins. Ça aurait pu se faire dans une transaction à 3 équipes, justement, où les Blue Jays seraient allés chercher leurs besoins, auraient comblé leurs besoins. Une autre équipe aurait comblé leurs besoins en défensive. Là, tu aurais pu parler avec des équipes qui avaient des besoins à combler également. Mais là, je veux dire, si Cleveland l'ont échangé, c'est peut-être parce qu'il était plus si utile que ça à leur équipe non plus. Non? Il y avait entre autres son contrat, mais il faut se rappeler qu'on était prêt à donner la lune à Juan Soto. Donc, tu sais, le contrat d'Jimenez, oui, il fait mal dans une certaine mesure, mais on est capable de le payer. Le contrat de Bellinger, oui, il fait mal dans une certaine mesure, mais on est capable de le payer. Mais là, on voulait donner la lune à Juan Soto, puis là, on se revire de bord, puis on donne la lune à personne. Ouais. Puis ça, de vouloir donner la lune à Soto, ben ça fait miroiter la lune à Vladimir Guerrero Jr. Oui, mais la lune va être ailleurs. Hein? Ben, la lune va possiblement être ailleurs parce que là, c'est un jeu très, très, très dangereux là, dans lequel les Jays ont voulu embarquer. Parce que quand tu as ton meilleur joueur qui va vouloir avoir la lune, de l'avoir promis à quelqu'un d'autre, ben c'est ça. Il risque d'y avoir peu de monde au rendez-vous. Mais ça, c'est un bon point parce que ça fait 2 ans qu'il voit des offres d'au moins 700 millions de dollars qui sont sur la table. Je ne pense pas qu'il va demander 700 millions de dollars, évidemment, mais il va demander plus qu'il aurait demandé il y a 1 an pour plusieurs raisons. Un, il a connu une bonne saison, une très bonne saison. Puis deux, justement, il a vu les prix monter. Il a vu que les Blue Jays, c'était pas juste un one-off avec Shohei Ohtani qui était vraiment capable de mettre de l'argent sur la table pour les joueurs qui en vaut la peine. Fait que lui, il va faire 1+1. Il dit, s'il met de l'argent sur la table pour les joueurs qui en valent la peine et que moi, j'ai pas d'argent sur ma table, je vais me trouver une équipe qui pense que je vaux la peine. Et de 3, il y a les cheveux courts. Et de 3, il y a les cheveux courts, exactement. Mais l'an prochain, si Vladimir devient joueur autonome, ce qui risque d'arriver, ça va être la seule fois où les Blue Jays vont avoir un certain avantage dans les négociations avec un joueur autonome parce qu'il leur appartenait puis un certain historique. Mais quand vient le temps de négocier avec Juan Soto, avec Shohei Ohtani, il n'y a aucune attache, il n'y a rien. Donc là, ça va être la seule fois où on va avoir un avantage. Si on se plante à ce moment-là,
il n'y en aura plus un qui va signer à Toronto. Là, ça va être terminé. Là. Puis d'être allé en arbitrage, ben, c'est pas nécessairement très positif non plus pour la suite des choses. Hein? On le sait. Tu te bats pour 1,8 million, puis de l'autre, tu en donnes 760 à Juan Soto. Ouais. Sans ça, il aurait peut-être pu donner 761,8. Ça aurait été quelque chose. Il y a Yannick qui nous dit justement, imaginez si Guerrero s'en va en plus, là, ça pourrait faire dur. Benoît qui nous mentionne Guerrero, vaut-tu vraiment 600 millions de dollars? Non, il ne vaut pas 600. Est-ce que Juan Soto valait 7,65 et 800 ça, avec les bonnies? On est rendu là. 820 avec la loge. Ouais, puis le linge à sa mère. Écoute, oublie pas 825. Ça. Oui, c'est ça. Mais non, je pense pas que ça va monter jusqu'à 600. Je pense que dans le pays des mondes, ça pourrait monter jusqu'à 500. En même temps, je te dis ça, puis comme tu l'as dit, on ne s'attendait pas à ce que ça monte si haut pour Soto, puis on ne s'attendait pas à ce que ça monte si haut sur Ohtani. Puis Sébastien, il y a une tendance qu'on est en train d'établir en ce moment dans le baseball, puis pas juste avec Soto, mais avec d'autres jeunes. Si un joueur devient joueur autonome à 26, 27 dans ces eaux-là, ça va coûter vraiment plus cher. C'est devenu un aspect quasiment plus important que le reste. Là, on dirait que il y a certaines modes des fois sur comment payer les agents libres. On dirait que la mode du moment, c'est combien d'années dans son prime on va l'avoir. Puis s'il y en a beaucoup, le prix va monter. Oui, puis on se compare. Hein, le joueur qui arrive à son autonomie, il va se comparer avec les joueurs qui viennent de signer des nouveaux contrats. Puis oui, ça va coûter cher en termes de dollars, en termes d'argent. Ça coûte cher en termes d'années aussi. On ajoute des années au bout du contrat qui sont payantes pour le joueur, mais ne sont pas payantes pour l'équipe. Donc, vraiment, c'est cette tendance-là qui. Puis je ne vois pas comment elle va s'inverser dans les prochaines années non plus. Puis il y a un élément qu'il faut tenir compte aussi. Vladimir Guerrero Jr., c'est un joueur de premier but. Ohtani, il joue un peu partout. Il est capable de lancer. Il lance quand même bien. Soto, c'est un voltigeur. Il est quand même un talent limité, mais quand il arrive le temps de frapper une balle, je pense qu'il est capable de frapper une balle. Guerrero a un talent certain, un talent fou même, mais c'est un joueur de premier but. Le joueur de premier but, c'est pas ton joueur vedette. Fait que les équipes, avant de lui donner 550 millions, 600 millions, ils vont y penser deux fois. Ils vont peut-être vouloir investir sur un joueur qui évolue à une autre position ou qui a une autre importance dans l'équipe. Ça, il faut le considérer aussi. Là. Ça, c'est un aspect qui est intéressant parce que je pense que c'est quelque chose qui va être un élément dans ces négociations-là. Regarde, le meilleur exemple, c'est Rafael Devers. On le sait tous qu'éventuellement, le passage du troisième au premier va se faire, mais au moins, il y a eu quelques années de ce gros contrat-là de 315, 330 millions de dollars qui a été passé au coin chaud avant qu'il finisse par faire inévitablement le switch vers le premier. Guerrero, ça s'est fait à sa deuxième année dans le baseball majeur. Ça s'est fait plus tôt qu'on pensait. Puis après, tu n'as nulle part où aller parce que c'est ça l'affaire. Regarde, mettons, Bryce Harper, il a commencé dans le champ droit. Peut-être que le plan dès le début, c'était éventuellement de l'envoyer au premier coussin. Peut-être que ce sera la même chose avec Aaron Judge aussi, mais tu sais, Aaron Judge a commencé son contrat dans droite. Il est même allé au champ centre l'an passé à temps plein. Puis s'il finit au premier but, ben ce sera ça. Mais Guerrero, il n'y a nulle part où aller à part devenir un DH à temps plein. Fait que c'est sûr que ça aussi, ça fait partie de négociation. Puis tu n'as pas cette polyvalence-là défensive non plus, Sébastien, de te dire, ben écoute, au moins Guerrero, on peut le déplacer pour ça. Non, Guerrero, si tu le signes, il va jouer au premier. Puis une fois par semaine, au pire, il peut aller finir un match au troisième, mais sans plus. Là, ça va devenir de plus en plus périlleux de ça dans les prochaines années. Là, c'est un joueur de premier. Là. Non, exact. Puis moi, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va arriver avec Pete Alonso, Christian Walker. Qu'est-ce que ça va donner? Ils sont plus vieux, on le sait, donc Vladimir va signer un plus gros contrat, mais quand même, ça va donner le ton pour l'an prochain. Puis on parlait de comparaison tantôt, ça va être encore le jeu des comparaisons l'an prochain. Donc, si jamais ça s'étire et Walker, Alonso signe un contrat d'1 an, comme on a vu l'an dernier, mais là, peut-être que Vladimir va avoir un petit peu moins, malgré qu'il est plus jeune. Mais si ces deux-là signent des contrats à plus long terme, même si Walker est plus vieux, ben là, déjà, on va avoir un barème, puis on va avoir un an de plus. Donc, il va pouvoir signer ce qu'il souhaite avoir. Parce qu'il est peut-être là aussi l'avantage, justement, dans le cas des équipes, c'est que, oui, il y a probablement des clubs qui feraient de la place à Guerrero, là, si jamais il est agent libre, Pascal, mais tu regardes ça, tu te dis, mettons que Pete Alonso revient avec les Mets, ben là, les Mets ne peuvent pas se permettre de signer Guerrero. Puis là, ben, les Red Sox ne peuvent pas se permettre de signer Guerrero parce qu'éventuellement, on l'a dit, c'est Devers qui s'en va là. Puis là, ben, les
les Dodgers ne peuvent pas se permettre de signer Guerrero parce qu'ils ont Ohtani comme DH puis ils ont Freddie Freeman au premier but. Puis là, ben, si tu fais le tour de la ligue comme ça, puis les Cubs, ils vont-tu vouloir mettre autant d'argent sur un joueur? Si oui, ça risque d'être sur Kyle Tucker, pas sur Guerrero. Fait que, ça va débouler comme ça. Puis peut-être qu'éventuellement, on va faire comme hey, il y a moins d'équipes qu'on pensait dans cette course-là. Peut-être qu'il sera là l'avantage des Blue Jays. Ben oui, peut-être qu'à ce moment-là, il restera à Toronto, puis ce sera le choix logique. Puis Alonso qui signe à New York ou qui signe ailleurs, Walker va signer, ces 2 joueurs de premier coussin, ben ça fait deux places d'occupés pour les prochaines années qui ne seront pas disponibles. Puis tu as nommé d'autres équipes qui vont y penser 2 fois. Mais oui, ce sera avantageux pour les Blue Jays à ce moment-là de le garder, peut-être à un salaire plus raisonnable. Là. Mais scénario hypothétique, là, qui serait vraiment, mais vraiment drôle, là. Alonso revient avec les Mets. Walker comble un autre besoin. Les Yankees n'ont pas vraiment de joueur de premier but. Puis l'an prochain, on s'entend, là, Vladimir a dit qu'il ne jouerait jamais avec les Yankees. Puis là, c'est la guerre d'enchères entre les Yankees et les Blue Jays, qui sont les 2 seules formations qui ont un besoin au premier coussin et qui sont prêts à payer. Ça serait épique. Ça mérite une série sur Netflix, c'est sûr. Oui. J'espère que Vladimir, fils, va se rappeler des paroles de Vladimir père qui lui avait dit il y a certains moments où tu dois garder tes pensées pour toi-même. Oui. Puis dans la fameuse série de Netflix, j'espère qu'on va aussi avoir la raison. Pourquoi il ne veut pas jouer avec les Yankees? C'est-tu juste parce que c'est des rivaux de division? Mais si oui, pourquoi pas plus les Red Sox? Pourquoi pas les Rays? Pourquoi pas? Mais j'ai l'impression qu'il y a de quoi avec son père. Là, les Yankees qui avaient failli mettre sous contrat Guerrero. Puis je me souviens plus de l'histoire exactement, mais je pense que le propriétaire était passé par-dessus Cashman puis qu'il avait demandé de signer un autre voltigeur ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est une histoire de famille, mais ouais, c'est pas ça. C'est quelque chose avec son père, mais là, son père, il a dit d'arrêter d'en parler. Là. Fait que, ah oui, mais toi, quand tu avais 20 ans, t'écoutais-tu toujours ton père? Non, mais un peu plus tard, tu te rends compte que ouais, il a peut-être raison. Hein? Oui, ça, c'est vrai. Il n'y a pas Ken Griffey Jr. aussi qui avait déclaré ça, qui jouerait jamais pour les Yankees. Ken Griffey Jr. avait déjà dit que si la seule équipe qui lui offrait un contrat, c'était les Yankees qui allaient prendre sa retraite. Oui. Puis il était encore jeune à ce moment-là. Là. Il était encore jeune. Puis je veux dire, il jouait à Seattle. C'était pas exclu que les Yankees transigent pour ses services. Oui, effectivement. Mais c'est polarisant, hein, puis d'un autre côté, tu vois Cody Bellinger, que lui aussi, c'en est un que son père, finalement, il a joué pour les Yankees, puis Brian Cashman qui a dit en conférence de presse, Scott Boras s'arrêtait pas de m'achaler pour dire « Hey, là, lui, il me tape ses nerfs à me dire qu'il veut jouer pour les Yankees. Là, va donc le chercher, faire fermer la gueule un peu. » Tu sais, c'est vrai, c'est tout ou rien, les Yankees. Là. C'est plus polarisant que... je sais pas, les Twins du Minnesota ou les Brewers de Milwaukee, mettons. Il n'y a rien de polarisant au Minnesota, là, je te l'affirme. Non. Mais là, je ne sais pas si Giancarlo Stanton était content de le voir arriver dans le vestiaire, par contre. Là. Oui, ça, c'est une autre histoire. Hein? Oui, c'est une autre histoire. Là. Ça va être le fun. J'ose croire qu'ils sont professionnels. Puis pour vrai, j'ai l'impression que Stanton va être pro avec ça. C'est un feeling que j'ai. Tu sais, ce gars-là, on dirait qu'il prend la vie de la bonne façon. Là. Puis, je présume qu'il est déjà passé à autre chose. Là. Ça fait plusieurs années quand même. Là. Ouais, j'espère. J'ose espérer. Là. Ouais. J'espère. Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, Cody Bellinger est marié à l'ex-blonde de Giancarlo Stanton. Donc voilà. Elle a visiblement un type. Oui, c'est ça. Ça fait le tour de ce qu'on avait sur les Blue Jays, puis finalement, on a dévié à l'ex de Giancarlo Stanton, fait qu'on a vraiment fait le tour. Fait que Sébastien, passe-nous ça. On avait quelques petits commentaires qui sont rentrés là, quand on parlait en début d'émission de Montréal. Là, je voulais les passer au début du bloc d'actualité comme ça. Jean-Michel qui dit même si Jeff Passan dit de ne pas oublier Montréal dans la possibilité de déménagement des Rays, mais dans le projet de stade, il n'y avait pas de toit rétractable. Pour vous, sans cet outil qui semble incontournable, pouvez-vous y croire? Donc, je te pose la question, Pascal. Un stade, pas de toit rétractable à Montréal, dans un scénario hypothétique où ça se construit, là, le fameux plan qui est sorti là, dans les derniers mois, est-ce que c'est une option viable pour toi? C'est la question boomerang. Hein? Ben,
les derniers travaux qui ont été faits au stade olympique, on sait que toute la notion de baseball a comme un peu été écartée en plus. Là. Puis du baseball au mois d'avril à Montréal, ben, ça reste du baseball au mois d'avril à Montréal. Là. Même chose au mois de mai. Température très incertaine. Fait que c'est sûr que le stade olympique tel qu'il est n'est pas une option viable pour le baseball. On le sait depuis longtemps. C'est d'ailleurs ce qui a causé un peu beaucoup la perte des expos. Mais les Rays sont tellement... En fait, le baseball majeur est tellement mal pris, plus que les Rays. À un moment donné, il va falloir prendre des décisions. Puis tu ne peux pas faire jouer plusieurs concessions dans des stades 3A. Là, Non, là on va le faire avec les A's, on va le faire avec les Rays. Mais ça, ce n'est pas une solution qui est viable à long terme. Puis les Rays, là... ils vont possiblement subir le même sort que les A's à terme. Là. Je pense que l'histoire se complique tellement avec la ville de Tampa Bay qu'ils risquent de les perdre. Est-ce que Montréal est une destination? Tout le monde le souhaite. Est-ce que le stade est une solution? La réponse est non. On s'entend là-dessus. Sébastien, il y a Étienne qui nous mentionne, mis à part le stade, le plus gros problème, c'est que le monde à l'extérieur de Montréal ne veut pas qu'il y ait un club de baseball en ville, à part les gens ici, au niveau politique et affaires. Puis, je lisais là, récemment que, bon, évidemment, la Ligue nationale de hockey, c'est un cas différent parce qu'il y a 7 équipes, mais à chaque fois que le dollar canadien perd ne serait-ce qu'un sou comparé aux devises américaines, ben, c'est 20 millions de dollars de moins en revenus pour la Ligue nationale de hockey. Fait que je sais que c'est un plus gros échantillon parce qu'il y a quand même 7 franchises sur 32, mais le baseball majeur regarde ça. Sébastien, tu le sais comme moi que le dollar canadien ne s'en va pas dans la bonne direction en ce moment. Moi, si je suis Rob Manfred, je me dis, ouais, tout semaine mettre une équipe aux États-Unis. Oui, dans les derniers jours, le dollar canadien, ça va vraiment, mais vraiment pas bien. Puis, tu sais, on ne voit pas une avenue où ça va s'améliorer de façon assez proche. Là. Ça va prendre un plan de redressement qui va être sur le long terme. Puis, en plus de tout ça, on n'a pas de volonté du côté politique, puis on n'est pas prêt. Tu sais, les Rays, ça va arriver à un moment que ça va être là. Ça risque d'aller assez vite, puis on ne sera pas prêt à Montréal. Là. Tu sais, je privilégierais de retourner à Oakland que d'aller à Montréal si je suis le baseball majeur. Là. On va aller dans... Je comprends que c'est un vieux stade, que c'est un cimetière, mais c'est un bon propriétaire qui est là puis qui est capable de... On le sait qu'on a une bonne base de partisans, là, donc je pense qu'on a un meilleur marché. Je ne parle pas nécessairement de base de fans, mais avec... À Oakland, on est prêt à recevoir un club, puis on a cette base de partisans-là. À Montréal, on a une base de partisans, mais comme on l'a mentionné, on n'a pas de volonté politique, puis on n'a pas de stade. Puis comme tu l'as dit, Pascal, le stade olympique n'est pas une option. Donc, il n'y a comme pas vraiment d'avenue où les Rays pourraient déménager rapidement à Montréal. Moi, par exemple, j'attendrai un peu avant d'envoyer les Rays à Oakland parce que d'après moi, là, les Aces là, à Vegas, c'est pas fait non plus. Là. Moi, non plus, c'est ça. Je peux pas dire que s'il y a un nouveau propriétaire, là, mais je peux pas dire que je serais 100% étonné là, que mon gars, il est parti en appartement, puis là, il a réalisé qu'il avait pas les moyens, fait qu'il revient vivre chez papa. Là. Je serais pas étonné, moi, que le vieux Colisée serve encore pour les Aces. Là. Je mettrais pas un 10 là-dessus, là, mais Pascal, je peux pas te dire que je serais complètement étonné parce que jusqu'à temps qu'il y ait ne serait-ce qu'une pelletée de terre à Vegas, on va douter, là. Je veux dire, il y a toujours des embûches dans ces projets-là. Puis, tu sais, il y a quelques mois, je t'aurais dit, ben, Tampa, c'est fait. Vegas, c'est fait. En ce moment, dans les deux cas, il y a de l'incertitude. C'est fou à quel point Rob Manfred doit se dire, hey, j'ai-tu deux gros problèmes, deux patates chaudes depuis plusieurs années. Là. Puis, tu l'as dit, là, deux. Tu sais, on va avoir 28 stades des majeurs là, cette année. C'est pas normal. C'est pas normal qu'on diminue de deux. Non, c'est incroyable. Puis, tu sais, on pensait que les Coyotes de l'Arizona, pour Gary Bettman, c'était une patate chaude. Ben, notre ami Manfred, lui, il jongle avec deux patates chaudes actuellement. Ouais. C'est pas évident. Puis, tu sais, on pensait que le déménagement vers Las Vegas, ça venait compléter le trio baseball, hockey, football avec la ville de Las Vegas. Puis au hockey et au football, en tout cas, c'est pas pire. Les Golden Knights sont une bonne équipe, puis les Raiders, on repassera. Pour les Aces, on s'est dit, ben, ils s'en vont là parce qu'ils doivent aller là. La ville a de l'argent, la population de l'argent, tout va bien. Tout est beau qui finit bien, mais finalement, peut-être que ça va finir ailleurs. C'est ça qui est le plus triste là-dedans. Puis c'est les partisans des Aces qui doivent encore là s'en mordre les doigts. Là.
On est vraiment dans le trouble là, du côté du baseball majeur. Là. Si jamais Ça ton paraît pas bien. scénario, Charles, non, ça paraît pas bien. Puis si ton scénario se réalise, que les Aces, par pur hasard, retournent à Oakland, où on envoie les Rays. Tu sais, je comprends qu'on a des possibilités, Nashville, Salt Lake, etc., mais ils ne sont pas. Ils sont pas prêts. C'est ça, c'est un projet qui se monte à long terme, mais on ne peut pas déménager immédiatement les Rays. Donc, on va les envoyer à Sacramento pendant que les Aces retournent à Oakland. On est dans le trouble. Là. Moi, je pense que le parc Raymond Chabot de Grant Thornton à Ottawa est mieux de se préparer. Là, Oui. ici, pour recevoir les Rays pendant un an. Le stade municipal à Québec. Le stade municipal à Québec. Ouais. Peut-être que les Rays vont vivre ce que les Expos ont vécu avec une garde partagée avec Porto Rico. C'est exactement ce que Mathieu vient de nous envoyer. Ah ouais? Mathieu, on est connecté. Ou même au Japon. On commence la saison au Japon là, ou en Corée. Oui. Là. On les laisse là. On les oublie. On les oublie. Hey, moi, je l'ai la solution. Là. On s'arrange pour envoyer une équipe de la NFL à London, puis on leur envoie une équipe de balle aussi. Et voilà. C'est à prendre ou à laisser. C'est à prendre ou à laisser. Ça vient en combo. Il pourrait prendre le même avion pour revenir jouer aux États-Unis une fois de temps en temps, puis 2 semaines après retourner. Ce serait formidable. Mais c'est plus facile de le faire avec le baseball. Tu sais, le football, c'est un match. Fait que là, c'est beaucoup de voyagement pour un match. Mais en fait, je trouve que c'est beaucoup plus facile avec le football parce que tu leur fais passer 2-3 matchs aux États-Unis, 2-3 matchs là-bas. Hey, le baseball, tu joues à tous les jours. T'imagines-tu là, traverser l'océan de. Tu vas jouer 14 matchs, puis là, tu vas 6 heures de décalage horaire. Puis là, 9 heures parce que tu t'en vas jusque dans l'Ouest. Moi, je pense que ça se ferait bien plus au football. Ou tu fais jouer les Rays dans la Ligue professionnelle du Japon ou la Ligue professionnelle de Corée, puis tu fais compter les statistiques. Là, on cherche des solutions, là. Oui. Hey, on en a-tu des solutions, nous autres? On règle bien des affaires à soi. Mais ce que je fun, voulais dire, c'est que... prévu. Oui, certain. C'est que le club qui s'en va là-bas peut rester plus longtemps aussi. Tu sais, sur le séjour à domicile des Rays de Londres, là, tu sais, les Rays pourraient rester 14 jours à Londres puis avoir peut-être 3 clubs qui seraient là durant ce séjour-là. Tu aurais un long séjour, mettons, à l'étranger, outre-mer, mais c'est compliqué pareil. Là. On l'avait envisagé au hockey il y a plusieurs années d'avoir une division européenne où les équipes européennes joueraient plus souvent une contre l'autre. Après ça, il y a des équipes nord-américaines qui iraient et vice-versa pour avoir un espèce de calendrier partagé. Ça ne s'est jamais passé. Là. Puis on pensait que ça allait être plus possible au hockey, mais peut-être que c'est le baseball qui va innover. Qui sait? Ça se peut. Par défaut, peut-être. Moi, j'ai l'impression que la NFL a les pieds là-dedans, mais écoute, peut-être que le baseball aussi. Le baseball, par exemple, c'est que c'est bon pour l'équipe de Londres, mais les équipes qui vont visiter, là, une fois que tu vas faire ton séjour de 3 matchs, là, tu traverses l'Atlantique. Ça serait plus que 3 matchs, là. Ça serait peut-être 5, mettons. Là. Puis, je veux dire, si c'est pas Donald Trump qui prend le pouvoir, puis on connaît son amour pour le Mexique aurait pu être une solution potentielle intéressante. Je ne sais pas, là. Je dis ça de même. Je dis ça, puis je dis rien. Là. La République dominicaine, là, je pense qu'on aurait un bassin de partisans qui. On a des méchants joueurs de balles qui sont dominicains. C'est leur sport national. Ouais. Là, Pascal, tu es vraiment connecté avec nos auditeurs parce que je m'en allais mettre ce commentail-là de Jean-Michel. Plus précisément, Mexico, un pays où la passion du baseball est forte. Il est trop fort, Pascal. Il y a du monde au Mexique, là. Ouais. Tu peux remplir un stade assez facilement, là. Oui, absolument. Bon, sur ça... On a dévié un petit peu, hein? On dirait, tu sais, je veux revenir, mais je ne sais même plus comment. Là, je regarde mon plan. Bon, fait que regarde, Pascal, on va aller parler de Sammy Sosa un petit peu parce que il a fait les manchettes aujourd'hui. Ça faisait des années que le propriétaire des Cubs de Chicago lui avait imposé le fameux règlement de « faut que tu t'excuses pour qu'on te ramène dans l'équipe ». Ça faisait des années, puis lui, il n'a jamais voulu avouer. Puis à chaque fois qu'on le questionnait là-dessus, il était insulté au plus haut point, qu'on envisage cette possibilité-là. Puis là, aujourd'hui, il s'est excusé, puis les Cubs sont comme « bienvenue dans l'équipe, puis on va t'inviter à notre festival des partisans ». Puis, t'es de retour avec les Cubs. Ça sort d'où, là, ce cadeau de Noël-là, une semaine d'avance? Aucune idée. C'est quoi, pourquoi ça se passe là, plutôt qu'il y a 2 ans, ou 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans, peu importe. Ou 10 ans.
Mais Ouais. c'est un exercice de marketing pur et dur, là. On s'entend que. Mais moi, je me pose la question, est-ce que c'est Sammy Sosa qui a le plus besoin des Cubs en ce moment ou c'est les Cubs qui ont le plus besoin de Sammy Sosa? Ou la réunion est parfaite? Je ne sais pas. Pourquoi ça arrive là? J'en ai aucune idée. Puis c'est correct. C'est bien pour le baseball qu'il ait avoué qu'il avait fait des erreurs. Puis on sait c'est quoi les erreurs, là. On n'a pas besoin d'un dessin pour ça. Non, Mais il a quand même amené quelque chose de très, très, très excitant au baseball, là. Sammy Sosa, c'était un show à lui seul. Ouais. Puis la fameuse course au circuit avec Mark McGuire, deux gars dopés à l'os qui sortaient la balle à tous les soirs. Puis les expos ont même été au cœur de tout ça. On se souvient de Carl Pavano qui avait donné le fameux circuit à McGuire. Ça avait été une année exceptionnelle. Puis, que Sosa s'excuse, c'est parfait, mais pourquoi ça arrive là? Je ne sais pas. Ouais, c'est une bonne question. J'ai vu un commentaire sur les réseaux sociaux d'un gars qui disait « Tes excuses ne sont pas acceptées parce qu'elles n'ont jamais été nécessaires. Tu as sauvé le baseball en 98. Bienvenue dans le baseball. » Tu sais. Les amateurs sont principalement contents là, de ce que je vois sur les réseaux sociaux là, de voir Sammy Sosa revenir. Puis, tu sais, autant, Sébastien, mettons, moi, je suis le premier à dire si tu t'es dopé, je pense pas que tu as ta place au temple de la renommée. Là. Je sais que c'est pas tout le monde qui pense comme moi. Je pense qu'il faut garder quand même une certaine pureté au temple, mais je pense pas qu'il faut éradier ces gars-là puis les traiter comme si c'était des parias parce qu'on s'entend que le baseball en a quand même profité. Fait que, de voir qu'il y a cette. Oui, il y a eu le règlement bidon qui a été inventé par les Cubs, il faut que tu t'excuses pour revenir, mais ultimement, de voir qu'il y a une réunion comme ça qui va se faire, que c'est le fun, puis qu'il est de retour dans l'environnement des Cubs, je suis persuadé qu'à un certain point, on va avoir une cérémonie en 2025 au Wrigley Field. Je ne sais pas si ça va passer par un retrait de numéro ou juste honorer sa carrière en général, mais il va y avoir une soirée Sammy Sosa quelque part en 2025. C'est le fun pour tous ceux justement qui ont vécu là, la fameuse course de 98. Mais moi, je ne voulais pas qu'il s'excuse. Je voulais juste qu'il avoue. Tu sais, il y a eu, je ne sais pas combien d'occasions, il y a eu une entrevue, là, tu sais, tellement privée, c'était intime, puis encore nié. Tu sais, il n'y a pas vraiment besoin de s'excuser. C'était ça le baseball à ce moment-là. Puis pourquoi s'excuser aux Cubs? Les Cubs en ont profité. Je pense que un des premiers intervenants à en profiter, c'est les Cubs. Et bien sûr, le baseball, les Partisans, ça a été une année extraordinaire. Je m'en rappelle encore. Mais c'est ça, c'est juste. Puis encore là, oui, c'est des excuses, mais à mots couverts, on sous-entend qu'on s'excuse pour cette chose-là, mais c'est vraiment pas clair. Mais parce que c'est ça, dans le communiqué, il n'a jamais dit « je m'excuse », j'ai pris des stéroïdes. Il a dit « je comprends pourquoi des gens de mon époque n'ont pas la reconnaissance à la hauteur de leurs statistiques. J'ai fait des erreurs qui étaient légales, mais qui étaient immorales. » Tu sais, je veux dire, il tournait l'entour du pot. Là. Je veux dire, il ne l'a pas écrit noir sur blanc, là, mais on s'en doute. Qu'est-ce qu'il voulait dire, Sébastien? Fais juste le dire. Excuse-toi pas. Fais juste le dire. Tu n'es pas le seul. C'est pas comme si c'était le seul joueur de cette époque-là à avoir utilisé des stéroïdes. Comme tu l'as dit, Pascal, ils étaient presque tous là-dessus, à commencer par McGuire. Donc, c'est vraiment une mascarade, cette histoire-là. Et certains lanceurs aussi. Aussi, c'est ça. Ouais. Ah oui, absolument. Je veux qu'on parle, Sébastien, un peu de Michael Lorenzen. Puis j'avais vraiment pas prévu ce matin parler de Michael Lorenzen. Ça va être la seule fois. Probablement. Mais à moins que son plan se concrétise, parce que là, on va en parler un peu. Pour ceux qui n'ont pas vu, je trouve ça excessivement intelligent, le plan qui a été mis en place. Puis ça ne veut pas dire que ça va se concrétiser, mais en gros, en ce moment, tu as la possibilité d'être un frappeur, d'être un lanceur dans le baseball, ou tu peux être un two-way player, donc un joueur qui lance et qui frappe. Et tu n'es pas considéré comme un lanceur ou comme un frappeur. Tu es vraiment considéré comme une licorne. Là, en ce moment, il y a juste, c'est le règlement Shohei Ohtani, là, on ne se le cachera pas. Et pour être éligible à ça, depuis la fin du frappeur de choix, depuis que le frappeur de choix est universel, dans le fond, il faut que tu lances au moins 20 manches dans une année. Il faut que tu frappes au moins durant 20 matchs et que durant ces 20 matchs-là, tu te présentes au moins 3 fois au bâton. Donc, grosso modo, il faut que tu te présentes une soixantaine de fois durant l'année. Si c'est le cas, tu es éligible au titre de two-way player. Et pour cette année-là et l'année d'après, tu peux être un two-way player. Et Michael Lorenzen, ce qu'il aimerait faire, même si c'est un frappeur probablement exécrable, c'est de peut-être signer avec les Marlins ou avec les White Sox, une équipe qui aurait les moyens de lui donner 60 apparitions au bâton comme ça dans une année, juste pour dire, je vais chercher ce statut-là et ça va me permettre d'être échangé à une bonne équipe à la date limite des transactions
Et cette équipe-là n'aurait pas à me rentrer dans leurs 13 lanceurs parce que je suis un two-way player. Fait que l'équipe qui irait le chercher, Sébastien, pourrait avoir un 14e lanceur. Non seulement en 2025, mais aussi en 2026 parce qu'il serait éligible à ce titre-là aussi en 2026. Je trouve ça excessivement intelligent comme façon de penser parce que c'est légal. Tu prends un règlement, puis il y a quelqu'un qui s'est dit j'ai une idée, j'ai trouvé une idée peut-être comment aller le chercher. Évidemment, c'est pas toutes les équipes, on l'a dit, qui pourraient se permettre d'aller faire ça. Là, si tu es une équipe, ne serait-ce qu'un peu dans la course aux séries, tu peux pas faire ça. En ce moment, je vois 3 équipes, puis il y en a une, c'est les Rockies du Colorado, puis c'est un lanceur. Il n'ira pas signer avec les Rockies du Colorado. C'est les Marlins et les White Sox là, qui pourraient se permettre de faire ça. Moi, je pense que si tu es les White Sox ou les Marlins, ben, tu signes un bon lanceur, puis les bons lanceurs ne veulent pas signer là. Tu as un lanceur pour commencer l'année, tu sacrifies une 60aine de présence au bâton, mais on s'en fout parce que tu t'en vas nulle part, puis tu ne sais pas qui envoyer frapper de toute façon. Puis à la date limite, tu vas chercher un espoir en retour de ces gars-là. Je trouve que c'est une idée, si elle se concrétise, formidable. Bien, à la base, l'idée, oui, je suis d'accord, c'est une idée de génie. Par contre, le nombre de formations qui voudraient acquérir ces services, ça reste un lanceur avec une moyenne de 4 et plus. Mais c'est pour ça qu'il veut faire ça. C'est parce que si oui, tu es un bon lanceur, tu n'as pas besoin de le faire. Non, je comprends. Mais est-ce que tu vas ajouter un 14e lanceur avec une moyenne quand même relativement élevée, puis que tu vas couper un joueur de position? Si c'est un excellent lanceur qui en plus a cette particularité-là, sans aucun doute. Mais là, j'ai de la misère à évaluer le nombre d'équipes qui vont être vraiment intéressées à payer un très bon espoir pour aller chercher Lorenzen, soit à Chicago ou à Miami. C'est ça qui me reste à évaluer. Mais l'idée comme telle, c'est une idée de génie. Je pense que ça prendrait un lanceur un petit peu meilleur, avec une moyenne de points mérités un petit peu plus basse pour que ça ait encore plus d'impact. Puis là, vraiment, on a un marché pour ce genre de joueurs-là. Ceci étant dit, s'il y a un bon début de saison, par exemple, à Miami ou à Chicago, là, ça peut changer la donne. Juste répondre à une petite question de Jean-Michel comme ça. Une fois qu'il est échangé, il n'a plus à se présenter au bâton? Non. Dans le fond, dès qu'il a atteint son 20 matchs avec au moins 3 présences au bâton, il a son statut. Fait qu'après ça, il ne se présenterait plus une fois au bâton, probablement de sa carrière. Ça serait vraiment juste dans l'optique d'aller chercher le statut. Toi, Pascal, cette idée-là, avec le règlement du two-way player, qu'est-ce que ça t'inspire? Ben moi, ma question, c'était celle qui vient d'être posée. Là. Une fois que tu es échangé l'année d'après, tu n'as plus à te présenter au bâton. Fait que c'est déjà un avantage. Mais le seul avantage de ce règlement-là, c'est l'histoire du 14e lanceur. Les Dodgers en ont assurément profité cette année, là, parce qu'ils en ont eu besoin de lanceurs, on s'entend là-dessus. Oui. Mais tu sais, que ça vienne de Lorenzen, puis mettre Lorenzen et Ohtani dans la même phrase, ça fait quand même un peu bizarre aussi. On s'entend. On s'entend là-dessus. Mais écoute, j'ai pas vraiment d'opinion par rapport à ça, à part qu'est-ce que je viens de vous dire, l'histoire du 14e lanceur. Puis, s'il s'en va en Floride cette année, ou peu importe, c'est quoi? Il va être DH? Il va se présenter dans des matchs où il va être DH. C'est quand même un peu comique. Là. Ça serait un peu méprisé, là, mais... Oui, mais c'est de là que tu dis, il y a un règlement, il y a quelqu'un qui a pensé à ce règlement-là, puis il y a quelqu'un qui essaye de tester le règlement pour le rendre jusqu'au bout, finalement, de sa logique et de son raisonnement. Puis il ne s'appelle pas Shohei Ohtani. Non, c'est ça. Mais moi, je trouve ça sain, justement, d'essayer de challenger les règlements. Puis, tu sais, tout ce qu'on vient de dire, 100% légal, là, je veux dire, voici les conditions pour obtenir le statut de two-way player. Le veux-tu? Arrange-toi pour aller le chercher. Tu sais, puis la raison pourquoi personne ne va le chercher, c'est que, ben, tu sais, si t'es les Blue Jays de Toronto, justement, tu gaspilleras pas 60 apparitions au bâton. Tu as déjà de la misère à frapper. Là. Fait que, tu ne feras pas frapper un autre gars juste pour le plaisir de la chose. Et moi, mon autre question, c'est que lui il vient d'y penser, là, puis il pense qu'il a la capacité de le faire, puis qu'il va aider une équipe. Mais après ça, est-ce qu'il ouvre la porte à un autre, 2 autres, 3 autres par la suite? Je ne sais pas si ça va devenir une épidémie ou... On ramène le lanceur qui frappe dans le national. Ben, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça, puis qui fait des amortis, puis qui essaye de sauver sa vie à chaque présence, finalement. Mais ceci étant dit, il y en a eu des bons lanceurs qui savaient manier le bâton dans le passé. Là. Il y avait d'excellents frappeurs. Puis un n'empêche pas l'autre. Mais n'empêche que quand tu es capable de frapper dans les rangs mineurs, puis qu'à un moment donné, tu fais le choix de lancer, ben là, tu fais un choix. Là.
Puis quand tu as une moyenne de 4, je pense qu'il faut que tu te concentres sur Essayer de baisser ta moyenne. Oui, c'est ça. Et non, pas Ceci dit, d'essayer tu de dis se frapper. concentrer sur sa moyenne. Je pense même pas qu'il irait prendre des pratiques au bâton. Là. Moi, je pense que les Marlins accepteraient qu'il frapperait pour 0,42. Il va mettre le bâton sur l'épaule, ça va finir ouais. là. Écoute, peut-être des fois un bunt, là, juste pour le fun, mais... mais ouais, je pense que dans le fond, là, si cette idée-là arrive, ce serait probablement comme Shohei Ohtani, genre les jours où il lance, ben, il serait frappeur de choix aussi en même temps. Puis, ce serait probablement ça, là, mais je pense pas qu'il irait souvent dans la cage des frappeurs. Là. Le but serait pas de devenir Shohei Ohtani. Le but, c'est d'avoir le statut de Shohei Ohtani. mais c'est brillant, là, je veux dire, oui. tu testes un règlement. Absolument. Puis éventuellement, ben, le baseball majeur contrebalancera pour essayer de le. Tu sais, c'est simple de dire ben, je le teste, puis après le baseball réagit, puis nous autres, on va réagir. Un peu comme c'était le cas avec avant qu'on empêche la défensive spéciale. Là, l'attaque trouvait une solution, puis la défensive s'ajustait, puis l'attaque trouvait une solution. C'est normal, je trouve que ça fonctionne comme ça. Fait que moi, d'un point de vue stratégie, je trouve ça vraiment intéressant. Sébastien. Je veux qu'on se parle un petit peu des Yankees de New York qui ont perdu Juan Soto, mais qui ont décidé d'aller chercher pas mal tout le monde. Cody Bellinger qui est débarqué en ville, Devin Williams qui est débarqué en ville, les deux via transaction. Là, tu as Max Fried qui est arrivé. On est en train là, il n'y a personne qui est en train de se dire « Ouais, Cody Bellinger va être meilleur que Juan Soto l'an prochain. » C'est pas ça qu'on est en train de se dire. Mais un gars comme Soto, tu ne peux pas faire autre chose que le remplacer par comité. Puis pour l'instant, ben, Brian Cashman il a placé la balle en lieu sûr à 3 reprises. Oui, exact. La question qu'il faut se poser, c'est si on avait signé Juan Soto, qu'est-ce qu'on aurait fait par la suite? Ça, peut-être qu'on ne le saura jamais. Mais pour le moment, oui, très hypothétique, mais pour le moment, on est en train de remplacer Juan Soto. Si on compare les WAR de ces joueurs-là, leur impact sur le terrain, on est à peu près à égalité. On est un petit peu en dessous, mais ce n'est pas terminé pour les Yankees. On sait qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent. Donc, vraiment, là, c'est de l'excellent travail que le directeur général Brian Cashman est en train de faire. La transaction de Devin Williams, je ne l'ai pas vu venir, mais pas du tout. C'est sorti un petit peu de nulle part. Puis encore une fois, on parlait de la transaction Bellinger tantôt où on a donné Poteet. Celle de Devin Williams, on n'a pas payé très cher non plus. Nestor Cortez, qui était un petit peu de trop dans la rotation partante. Caleb Durbin, qui a connu un automne extraordinaire dans la Ligue d'automne, mais n'a jamais rien prouvé. On a comme un petit peu hypé sa valeur. On a dit que ça allait être probablement notre joueur de deuxième but l'an prochain, qu'on misait sur lui. Puis à la première occasion, on l'échange parce que justement, sa valeur est à son plus haut, mais on n'a vraiment pas payé cher pour les services d'un des meilleurs releveurs du baseball majeur qui va stabiliser cet enclos de relève-là. Luke Weaver va redevenir un peu le Luke Weaver qu'on attendait un petit peu plus. T'sais, on ne s'attendait pas à ce qu'il termine les matchs. C'était le rôle de Clay Holmes, mais il n'a pas fait le travail. Donc là, on va le placer dans une situation avec un petit peu moins de pression. Vraiment, pour le moment, là, les Yankees manœuvrent très bien. On a quelques commentaires sur Soto. On va l'oublier vite, le Soto. Il a joué qu'une saison. Ça ne va pas marquer l'histoire des Yankees non plus. Et il y en avait un tantôt aussi sur Soto que je voulais te garder, Sébastien, parce que d'après moi, tu es peut-être un peu d'accord parce que tu écris sensiblement la même chose, mais dans d'autres mots dans tes articles à chaque fois que tu parles de lui. Oui. Pour moi, c'est une pipe d'argent. Ouais, mais au moins, tu as la décence de l'appeler le mercenaire. Tu sais. J'y vais un petit peu plus poliment, là, mais oui. Je comprends le point. J'ai hâte de voir ce que ça va donner tout ça. Puis tu sais, Pascal, le fait d'avoir un frappeur gaucher chez les Yankees, c'est une recette qui a toujours fonctionné. Tu sais, Antoine qui nous dit que le compte Jumboy a montré que Bellinger aurait 8 coups de circuit de plus s'il avait joué ses matchs au Yankee Stadium au lieu de les jouer du côté de Chicago. C'est un classique, là, un gaucher, tu arrives avec la petite clôture du Yankee Stadium, ben, ça se peut peut-être une coupe de circuit de plus. Là. Bien, évidemment. Puis, pour aller dans le même sens, il y a Serge Touchette que je suis sur Facebook puis qui a écrit aujourd'hui justement que la meilleure chose qui pouvait arriver aux Yankees, c'était de voir Soto signer ailleurs. Puis, on le voit, là, ce qui est en train de se passer. Ils sont passés au plan B, au plan C, au plan D, puis ils les ont exécutés à merveille. Puis, moi, c'est plus les Mets qui me préoccupent que les Yankees, en fait, là. Ouais. Vas-y donc, justement, avec les Mets, parce que c'est un bon point. Puis, je reste encore à être convaincu de les Yankees sont sortis gagnants, que Soto ne signe pas, parce que si on y va, si ça avait été une transaction Soto contre
Fried, Williams et Bellinger, la mentalité d'une transaction, c'est si tu perds le meilleur joueur de la transaction, tu perds la transaction. Moi, je suis un petit peu de cette école-là. D'un autre côté, je me dis, ben, regarde, les Nationals de 2019 ont gagné parce qu'ils ont laissé partir un gars comme Bryce Harper, puis ils en ont profité pour aller signer, j'ai un blanc, Patrick Corbin, entre autres, qui est un besoin. Fait que, les deux écoles peuvent s'affronter. Donc, je comprends d'où ça vient pour les Yankees, mais je ne suis pas encore convaincu. On verra sur le terrain. De l'autre côté, les Mets, eux autres, ils font juste gagner. Là, ils ne perdent pas un joueur à défaut de ça. Puis surtout, avec le budget de Steve Cohen, ils sont capables de faire ce qu'ils veulent. Mais il reste encore, par la force des choses, Pascal, du travail à faire dans cette équipe-là des Mets. Il y a Sébastien qui aime ça rappeler une fois de temps en temps que le lanceur partant numéro 2 de l'équipe, c'est Clay Holmes en ce moment. Fait que le chantier n'est pas terminé pour David Stearns. On va le dire comme ça. C'est un très bon début, là. Excellent. C'est un bon début. C'est un bon début. On a quand même bâti une partie de la fondation, mais les murs, selon moi, ne sont pas encore levés. Je fais la comparaison avec les Dodgers. Parce que là, on a parlé sur le contrat de Soto versus le contrat d'Ohtani. Ça a été les deux joueurs autonomes qui ont soulevé le plus d'intérêt au cours des 2 dernières années. Mais quand Ohtani est arrivé à Los Angeles, il y avait déjà une équipe à Los Angeles. Tu avais déjà Mookie Betts qui était là, tu avais déjà Freddie Freeman, tu avais déjà des lanceurs de très, très grande qualité. Tu avais une équipe. Soto arrive avec les Mets. Les partants, Senga, Montes, Peterson, Holmes, Blackburn. C'est pas une rotation d'All-Star. Juste ça, il y a un gros point d'interrogation. Puis Soto, à Los Angeles, je compare encore avec les Dodgers. Ohtani, en arrivant à Los Angeles, on avait un monstre à 3 têtes. Ohtani, Betts, Freeman, je les ai nommés. Soto, Lindor, OK, mais ta 3e tête n'existe pas. On s'entend possiblement que Alonso risque plus de signer ailleurs, malgré que plus le temps passe, plus on se dit qu'il va peut-être rester avec les Mets finalement. Mais moi, j'ai énormément de points d'interrogation à savoir, oui, le chantier, il est débuté. On a encore du travail à faire, mais le travail, il va nous mener vers où? Parce qu'il faut le protéger, Soto. Il ne fera pas tout seul. Puis c'est pas Lindor et Soto et la rotation que je viens de nommer qui vont faire de cette équipe-là une équipe championne demain matin. Là. Non, on est dans une division où n'oubliez pas les Braves d'Atlanta et n'oubliez pas les Phillies de Philadelphie non plus. Là. Exact. On peut oublier les 2 autres équipes, mais ça va se battre à 3. Ça va se battre vraiment à 3. Puis les Braves ont perdu Max Fried. Ils ne se laisseront pas faire. Là, regarde l'an passé, là, ils ont dépoussiéré Chris Sale puis il est allé gagner un Cy Young. Là. Je ne sais pas qui avait ça sur sa carte de bingo à pareille date l'an passé, là, mais ce n'était pas exactement le scénario que j'avais prévu. Fait que, non, c'est des équipes quand même qui sont à prendre au sérieux. Puis Sébastien, comme le mentionne Jean-Michel, les Mets, à chaque saison, il y a toujours quelque chose. Les Mets, là. Oui, c'est ça. Là, le Mets. On en a parlé la semaine dernière, si je ne me trompe pas, mais oui, c'est ça. Il arrive toujours quelque chose. Puis on parle des Braves et des Phillies. Présentement, les Mets sont la 3e équipe là, dans cette division-là. Là. Et on se disait que les Yankees sont peut-être pas meilleurs qu'avec Juan Soto l'an dernier, mais les Mets, définitivement, ne sont pas meilleur que l'an dernier, même en ayant acquis Juan Soto, parce qu'on a perdu beaucoup d'éléments. Puis oui, on a Lindor, mais qui va protéger Juan Soto dans cet alignement de frappeurs-là? Il n'y a personne, là. L'an dernier, il faut se souvenir que c'était Aaron Judge qui frappait derrière Juan Soto. Donc, sans rien enlever à Soto, là, qui est un des meilleurs joueurs du baseball majeur, qui a un œil au bâton extraordinaire, quand tu as Juan Soto derrière toi, ça se peut que tu aies de meilleurs lancers et qu'on veuille t'affronter un petit peu plus que si tu as Mark Vientos, par exemple. Donc, la dynamique va être différente. Puis, tout à l'heure, on parlait de la transaction Bellinger qui, selon les prévisions, avec le Yankee Stadium, Bellinger devrait avoir une meilleure saison que l'an dernier. Du côté de Soto, je pense que c'est l'inverse. Là. Si on regarde l'alignement des Yankees, le stade des Mets, je ne crois pas qu'en ce moment, Juan Soto va avoir une meilleure saison qu'il a connue dans le Bronx l'an dernier. Non, c'est ça. Ça peut être relativement similaire, mais ça pourrait difficilement être meilleur. Là. Puis si oui, ça va être une saison digne d'un MVP, puis on va en parler longtemps. Oui, puis ça va prendre d'autres joueurs. Il ne fera pas ça tout seul. Là. Absolument. Question intéressante ici, Sébastien, que je te soumets justement. Est-ce qu'il est prévu que Soto rapporte autant que Shohei? La réponse est non. Non.
Non, non, puis ça sera même pas proche, là. On peut pas comparer le marché japonais à, on l'a vu, tout ce que Ohtani a rapporté aux Dodgers juste en une année. C'est incroyable. Jamais les Mets vont revoir la couleur de cet argent-là. Ouais. Ceci dit, ça veut pas dire qu'ils ont fait une mauvaise affaire nécessairement, mais si on compare les deux, ça sera même pas proche. Mais tu sais, juste le fait d'être à New York puis que tu as les Yankees à côté de toi. Aussi. Les Dodgers en Californie, oui, il y a d'autres équipes en Californie, là, on s'entend, mais les Dodgers sont pas mal rois et maîtres en Californie. Là. Ouais, c'est pas les Angels qui font trembler du haut de leur empire. Je pense pas. Mais tu sais, c'est ça, dans le fond, ce qu'il faut retenir, là, c'est que le contrat de Shohei Ohtani n'a juste pas rapport avec les autres. Là. Le contrat de Shohei Ohtani est un investissement dans les faits, là. Surtout avec l'argent rapporté. Ben oui, avec l'argent rapporté. Ils ont fait 120 millions de dollars cette année avec son contrat, ils l'ont payé 2. Là. Le 118 là, qu'ils vont investir pendant 18-19 ans, là, ça va leur permettre de payer l'argent différé sans aucun problème. Puis dans le cas de Soto, juste la meilleure preuve, Sébastien, c'est que Ohtani n'a pas été échangé. Une des raisons pour que les Angels ne voulaient pas l'échanger, c'est qu'il générait tellement de revenus aussi que c'était dur de se départir de ça. Soto a été échangé 2 fois avant de devenir joueur autonome aussi. S'il générait autant, les Nationals ne l'auraient pas échangé. Puis les Padres qui l'ont échangé pour des questions monétaires ne l'auraient pas échangé. Non, c'est deux cas totalement différents. Puis ça enlève rien au talent de Juan Soto, mais Shohei Ohtani, c'est un prodige, c'est un phénomène. Puis en plus, c'est un phénomène japonais. Tu ajoutes quelque chose à un joueur qui est déjà extraordinaire. Donc, tout ça mis ensemble fait qu'il est unique. C'était la tempête parfaite. Là. Dans le cas de Soto, pour moi, c'est un peu comme le phénomène Alex Rodriguez. Pascal, il y a une vingtaine d'années, il avait signé à fort prix avec les Rangers. Aujourd'hui, 250, c'est pour un bon joueur. Là, mais dans le temps, quand il avait signé ce contrat-là, si je ne me trompe pas, c'était quasiment 2 fois plus gros que l'autre contrat qui était avant. C'était un cas différent. Puis encore une fois, la même chose que Soto, c'était un joueur générationnel, mais qui était très, très, très jeune. Là. Rodriguez, je pense qu'il est arrivé à 19 ans à Seattle. Fait que c'est sûr que tu atteins ton autonomie plus rapidement. Fait que dans le cas de Soto, c'est surtout ça. C'est un joueur générationnel qui arrive sur le marché très, très, très de bonne heure, qui est complètement différent de Ohtani, qui était plus vieux, mais qui est juste la licorne. Oui, puis le parallèle à faire entre les deux, tu as Rodriguez qui débute sa carrière à Seattle, puis tu as Soto qui a débuté sa carrière à Washington, qui ne sont pas des marchés d'exception. Non, c'est ça, absolument. Pascal, un nom qui a retenu l'attention dans les derniers jours, c'est Nolan Arenado chez les Cardinals de Saint-Louis. Il y avait une liste de clubs auxquels il accepterait d'être échangé. Les Astros n'étaient pas sur la liste. Les Astros ont poussé fort. Les Astros étaient à la ligne de 1, pour utiliser des termes de football. Premier les buts pour aller le chercher. Et finalement, Arenado qui utilise sa clause de non-échange. Il a pleinement le droit de faire ça. C'est à ça que ça sert une clause de non-échange. Le bruit qui court en ce moment, c'est pas nécessairement qu'il ne veut pas aller à Houston, mais c'est que son marché vient juste de commencer. Il ne sait pas s'il va avoir. Il veut évaluer ses options. Il ne veut pas s'engager tout de suite nécessairement à aller à Houston. Fait que c'est pas impossible qu'ils disent ouais, Houston un petit peu plus tard. C'est dur à saisir pour le moment. Comment tu vois le dossier Nolan Arenado présentement? Ben, une clause de non-échange, on voit qu'est-ce que ça donne. Tu es prisonnier de ce que le joueur veut bien finalement. Là où il veut aller, là où il ne veut pas aller. Puis Houston, pourtant, tu as encore une bonne équipe à Houston, tu as encore un bon noyau. Mais ça veut dire que si Arenado, les Astros étaient intéressés par Arenado, ça veut dire que Bregman, dans les faits, on aurait pu s'en passer puis se servir d'Arenado comme police d'assurance. Ça veut dire ça. Est-ce qu'il va y aller? Ben, s'il leur a dit non, ça ne me tente pas tout de suite, mais peut-être que si je regarde mes autres options, puis je vous choisis finalement, ça ne te fait pas une belle arrivée dans un vestiaire non plus de dire « Ah, je vous ai peut-être choisi comme par défaut. » Ceci étant dit, si on joue à l'avocat du diable, mettons qu'il est agent libre, parce que c'est un peu ça dans les faits. Là. En ce moment, il est un peu comme il est quasiment agent libre. Mais c'est ça. Mais mettons qu'il était agent libre et qu'il s'était fait proposer une offre de contrat par les Astros qui avait dit non, puis que 2-3 semaines plus tard, il accepterait l'offre de contrat. C'est quelque chose qu'on voit souvent. Fait que si on le voit de cette façon-là, on se dit peut-être que ça se tient aussi. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est un dossier qui est dur à évaluer parce que faut gratter pour aller chercher ce scénario-là parce que c'est facile de se dire le tien aussi, de dire il a refusé de venir. C'est légitime aussi. Là.
Ouais, mais dans le cas d'un joueur autonome, il y a la question monétaire. Là, la question monétaire est écartée dans le sens que C'est le vrai. contrat, il est signé. Là, C'est ce vrai. qu'il est en train de dire aux Astros, c'est que vous êtes pas pire, mais vous êtes peut-être pas assez bon pour moi. Je suis pas sûr que vous êtes C'est à un la choix de hauteur. destination rendu là, c'est ça. Oui, c'est ça, C'est vrai. c'est ça. On n'est pas sûr Ouais. que c'est à la hauteur des attentes d'Arenado, mais là, moi, ce que je me demande, c'est à quoi il s'attend, Nolan Arenado, en ce moment. Tu sais, est-ce qu'il y a un objectif en tête vraiment précis? On pense aux Dodgers, là, ça serait très difficile que Ouais. ça se réalise. On le sait que c'est ce qu'il voudrait aller là, qu'il aurait pu peut-être par le passé, mais ça laisse des questions en suspens, là. C'est sûr qu'il paraît plus ou moins bien en ce moment. Mais tu sais, s'il va jamais à Houston, c'est un choix. Je veux pas aller à Houston, c'est une chose, mais c'est sûr que s'il finit par accepter de lever sa clause pour aller là. Ceci étant dit, peut-être aussi que les Astros vont y présenter un plan puis qu'il va finir par racheter ce plan-là. Là. C'est possible aussi que ça se soit passé vite et qu'il ait fait pour l'instant, je ne suis pas convaincu encore. Donc, tu sais, je veux pas, mon point, c'est que je ne veux pas y lancer la première pierre trop rapidement, mais c'est sûr que c'est fini par arriver à Houston. Puis que moi, je suis un journaliste qui couvre les Astros, ben, une de mes questions, c'est veux-tu nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, puis ça te tente-tu vraiment d'être ici? Là? Au même titre que Carlos Correa qui s'était fait dire en revenant au Minnesota, tu as signé partout dans la ligue avant de revenir. Peux-tu expliquer pourquoi on était ton troisième choix? Tu as le droit d'agir comme ça, Pascal, mais il faut que tu t'expliques après. On est à troisième signature en 3 semaines. Là. Oui, c'est ça. Ben, moi, ce que le dossier Arenado, ce que ça me dit aussi, c'est qu'il va y avoir un méchant changement de culture à Saint-Louis. Là. Je veux dire, on va possiblement. Arenado va changer d'adresse. Goldschmidt, il y a plein de lanceurs qui sont partis. Qui va prendre la place de ces. Et je prends l'exemple de Goldschmidt, je prends l'exemple d'Arenado, qui à Saint-Louis actuellement est capable de prendre la place. Walker, là, il a beaucoup de talent, là, mais il ne prendra pas la place de ces gars-là demain matin. Lui, il a beaucoup de travail à faire justement pour reprendre confiance. Ça n'annonce pas des belles années à Saint-Louis. Là. Il y en a eu quelques difficiles, là, mais je pense que les 2-3 prochaines risquent d'être aussi difficiles. Puis c'est pas parce que Arenado et Goldschmidt ont réussi à faire gagner les Cards au cours des dernières années, ils n'ont pas réussi à le faire. Puis leur leadership a été remis en question parce qu'on a dit que ce n'est pas des vrais leaders. Maintenant, ben, ça va en prendre du leadership, ça va prendre des gars qui sont capables de jouer en défensive, ça va prendre des gars qui sont capables de frapper, ça va prendre des lanceurs. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de points d'interrogation. Puis heureusement qu'ils sont dans la division où ils sont, que là, tu as les Brewers qui ont perdu beaucoup de lustre. Puis tu as des équipes qui se cherchent. Les Cubs sont à peu près les seuls qui ont de l'air à vouloir faire des efforts dans le bon sens. Mais c'est ce que ça me dit, moi. Puis Arenado, ben, de choisir son équipe, ben, des fois, à trop vouloir choisir, tu choisis la pire destination au final. Là. Parce que si la seule place où il va aller, c'est avec les Dodgers, ben, il va peut-être falloir qu'il en fasse son deuil. Là. Non, c'est ça. Mais tu sais, je pense que les Dodgers, je pense qu'il a fait son deuil voyant ce qui se passe, mais en effet, peut-être qu'il y a une espèce de qui choisit prend pire aussi qui pourrait s'installer. Pascal, tu disais que ça va prendre quelqu'un pour prendre le leadership. Peut-être que tu vas me voir aller à 100 000 $ parce que c'est une question qu'on revient souvent, mais sans nécessairement qu'il joue parce qu'il a pris sa retraite depuis 2 ans. Mais est-ce que la solution pour insuffler du leadership à cette équipe-là, ça va être de donner les clés à Yadier Molina comme gérant? Ben, il va aboutir comme gérant de l'équipe, c'est sûr, c'est une question de temps. Oui. On a été patient avec Marmol parce qu'on s'est dit le club se cherche. Un gérant va arriver, puis en plus, Molina n'a pas beaucoup d'expérience non plus là, comme gérant. Il faut que tu fasses souvent tes classes pour en arriver au baseball majeur. Mais il y a tellement de charisme, il y a tellement fait pour cette concession-là. Les gens veulent tellement le voir gérer l'équipe que oui, mais encore là, il ne courra pas, il ne frappera pas, il ne dirigera pas les lanceurs. Il va jouer son rôle de gérant, mais ça va prendre des gars sur le terrain. Ouais. Ceci étant dit, avec l'état où l'équipe va être, Sébastien, peut-être que ce serait un bon moment pour l'amener. Puis, son importance à Saint-Louis, il était gérant derrière le marbre aussi là, durant ces belles exactement. années. Il avait commencé avant de prendre sa retraite. Là. Puis, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'Oliver Marmol n'est pas la solution et que Yadier Molina va amener beaucoup plus que ce que Marmol peut amener. Tu parlais de Walker tantôt. Là, ce dossier-là a tellement été mal géré à Saint-Louis que là, on en paie le prix. Incroyable. Puis, une des raisons pour lesquelles ça a été mal géré, c'est Marmol, entre autres. Donc, vraiment, ça va prendre un changement de garde autant
au poste de gérant qu'au sein des joueurs. On a plusieurs ajustements à faire, mais ça va commencer par un leader qui va donner le ton dans l'abri et dans le vestiaire. Mais tu sais, on parlait de Guerrero tout à l'heure, qui n'a pas joué longtemps ou souvent ailleurs qu'au premier but parce qu'à un moment donné, on en a tiré des conclusions. Walker est un joueur d'avant-champ dans les mineurs. Il a été reconnu comme étant un excellent joueur d'avant-champ. Évidemment, il n'y avait pas de place à l'avant-champ à Saint-Louis quand il est arrivé. On l'envoie dans le champ, on essaie d'en faire un voltigeur. Le gars, il est mêlé, là. À un moment donné, tu sais. Puis là, on parle de le ramener à l'avant-champ. Mais tu as raison aussi, parce que pour tous les Jackson Merrill qui jouent à l'avant-champ dans le 2A, puis qu'on leur dit, toi, à cette heure, tu vas être ensemble dans les majeurs, puis que ça fonctionne, il y a beaucoup de Walker comme ça, justement. Il y en a peut-être 99 car ça ne marche pas. Là. Mais c'est ça, toi, tu es un joueur de troisième but, mais Arenado est là, fait qu'on va t'envoyer dans le champ droit, puis là, on va t'envoyer dans le 3A, puis on va t'envoyer sur le banc, puis dans le champ droit, puis écoute, là, il y a une journée de congé, on va te ramener au 3. Tu sais, c'est compliqué là, pour un gars comme Walker, comme ça, là, qui est un très, très bel espoir quand même là, dans le baseball majeur. Ouais. Moi, j'ai l'impression aussi, les gars, juste pour continuer là-dessus, que si Skip Shoemaker avait été disponible, là, peut-être que la question peut se poser, on ramène-tu Molina? Là, de la façon que ça se fait, il devient là, une espèce de bras droit au DG avec les Rangers. Tout indique que son siège de gérant pour 2026, là, une fois que Bruce Bochy va partir, il est à peu près réservé. Fait que peut-être que dans ces conditions-là, à Saint-Louis, on va se dire c'est peut-être le temps de se tourner vers Molina parce que l'autre option de choix, Skip Shoemaker, ça aurait été un bon choix aussi. C'est pas Molina à Saint-Louis, mais ça a été un gérant de l'année, ça a été un joueur important à Saint-Louis. Mais dans les conditions actuelles, peut-être là, que ça laisse un petit peu plus de place à Molina. Puis on voit l'effet Buster Posey, là, qui c'est pas la même chose que Molina. Là. Buster Posey est plus à un rôle administratif. On voit l'effet qui se passe actuellement avec les Giants. Mais moi, je pense que Molina pourrait avoir le même effet, mais en étant sur le banc. 100%. Mais par contre, il faut se dire que Shoemaker n'est pas meilleur que John Schneider. Là. Les Jays n'ont pas trouvé meilleur gérant que John Schneider. Donc, il faut relativiser les choses un peu. Là. Il n'arrive pas à la cheville. Ben, t'as raison. Ben, d'abord, ceux qui nous écoutent, laissez faire les dernières minutes, tout discrédité, on connaît. Sébastien, on a quelques questions en attente, donc moi, je dis qu'on va à la période de questions. On y va. On a plusieurs questions et là, je suis en train de les chercher. Voilà, j'ai trouvé celle avec laquelle je voulais commencer. Sébastien, je te la soumets. C'est Patrick qui nous dit ici, vous pensez quoi du contrat donné par Baltimore à Sugano, qui est un lanceur partant de 35 ans qui a fait sa carrière au Japon et qui a décidé de débarquer. Donc, il y aura une recrue de 35 ans. Dis-moi si je me trompe, je pense qu'à 35 ans, on est trop vieux pour le titre de recrue de l'année. Mais je pense pas que c'est important pour les Orioles parce que de toute façon, ils ont comme 4 jeunes qui vont pousser et qui vont pouvoir gagner le titre de recrue de l'année. Mais c'est un gars qui, si son adaptation au baseball majeur se fait bien, ça pourrait être une bonne addition pour la rotation. Là, on dit de lui que c'est un lanceur qui est très, très, très méthodique, très, très, très calculé. Peut-être que ça peut aider là, justement là, pour les Orioles. Certainement que ça peut aider parce qu'on a une rotation partante qui manque cruellement de profondeur. Là. On a presque personne en ce moment. Donc, on amène un vétéran, mais la clé, comme tu l'as dit, c'est l'adaptation. On ne sait pas comment ça va se faire, cette adaptation, cette transition-là vers l'Amérique du Nord. Si ça fonctionne bien, mais là, on vient de stabiliser cette rotation-là tout de suite en ajoutant un vétéran de la sorte. Par contre, si c'est le seul bras qu'on ajoute dans cette rotation-là, on est vraiment dans le trouble à Baltimore parce que les équipes de cette division-là s'améliorent, pas tous, on ne les nommera pas, mais il y en a quelques-unes qui s'améliorent en ce moment. Puis oui, Baltimore, on a un alignement de frappeurs extraordinaire, mais on l'a vu en séries éliminatoires, on l'a vu en fin de saison. Et du côté du monticule, je comprends qu'on avait des blessés, surtout dans l'enclos de relève, mais on voyait là, qu'il y avait un problème à ce niveau-là. Puis pour le moment, on a perdu Corbin Burns. On ne s'attend pas à ce qu'il revienne à Baltimore. Puis là, on ajoute Sugano. Pour le moment, l'équation n'est pas à notre avantage. Donc, vraiment, il va falloir ajouter des pièces. Là. On dirait, Pascal, que les Orioles, le futur était si rose, puis tout allait bien. On dirait que depuis 2 ans, je ne suis pas en train de te dire que c'est un club fini puis il faut qu'ils reconstruisent. Ce n'est pas là du tout que je m'en vais. Mais on dirait que la réalité est en train de les rattraper. On se dit, OK, ça fait 2 fois que c'est plus difficile en série. Adley Rutschman a connu une saison un petit peu plus difficile. Il y a des gars qui commencent à partir. Là, tranquillement, pas vite, on se dit. Avant, c'était les jeunes qui s'en venaient. Là, on se dit, ouais, d'ici une couple d'années,
T'as Rochman qui va être éligible à l'autonomie, t'as Jackson Holiday qui est un client de Scott Boras, t'as Gunnar Anderson qui est un client de Scott Boras. On dirait qu'il y a comme certains doutes qui commencent à s'installer à Baltimore là, en se disant, ils ont une belle équipe sur papier, mais ça va prendre de quoi pour passer au prochain niveau. Là. Puis pour revenir à Sugano, peut-être pour finir, peut-être que son défi à lui, ce sera de gagner un match en série. Ce que l'équipe n'a pas réussi à faire au cours des dernières années. Si Corbin Burns n'a pas réussi avec son match numéro 1, c'est que ça va être un sacré défi. Ça va être un sacré défi, on s'entend là-dessus. Moi, je pense que le changement de philosophie à Baltimore, oui, on avait un club ferme incroyable. En fait, on avait des filiales incroyables. On a vu ce que ça a produit. Il y a une fenêtre qui est ouverte, mais elle est comme semi-ouverte parce que tu l'as dit, Sébastien, il y a une attaque incroyable. Il n'y a pas de lanceur. On risque de perdre Burns, qui était la seule valeur sûre. Il y a eu beaucoup de blessures, remarquez, là, dans les dernières années. Mais on a une équipe qui ne voulait pas dépenser. On a eu les jeunes qui sont apparus tous en même temps. Puis là, on pense qu'on a peut-être le moyen de dépenser, mais dépenser, il faudrait le faire là, à un moment donné. Puis dépenser pour aller chercher les bons éléments. Puis là, en attaque, là, je ne pense pas qu'on ait besoin d'ajouter nécessairement tant de pièces que ça. Mais là, il faut sortir le chéquier puis aller chercher des lanceurs. Mais encore là, si on n'est même pas capable de conserver Burns dans la formation, on va aller chercher qui? Ouais, c'est ça, parce que Tu l'as le joueur actuellement, puis tu n'es pas capable de le garder, bien, ça envoie un signal aux autres agents libres de dire si Burns s'en va, est-ce qu'on s'en va là, nous autres? Puis, tu sais, tu peux pas faire ça à chaque année de te dire, ben écoute, je vais aller chercher un gars 1 an de l'autonomie avec mon gros bassin de joueurs. Tu sais, je veux dire, peut-être que la solution, c'est de refaire la même chose puis de sortir Dylan Cease de San Diego parce que là, soudainement, il y a des rumeurs avec lui. Mais si dans 1 an, tu ne repayes pas Dylan Cease, ben là, tu es au même point, puis là, tu vas aller sortir qui l'an prochain? Là, un gars qui présentement est à 2 ans de l'autonomie, parce qu'à un moment donné, ton bassin de joueurs ne peut pas juste servir à aller payer des lanceurs ailleurs. Puis ton club, il va se vider à la longue. Là. Ben, c'est ça, exactement. Oui, puis si tu vas chercher Cease, est-ce que tu as un meilleur club que l'an dernier avec Burns? Non, tu pas. as exactement le même club. Donc, tu n'es pas plus avancé. Ça fait 2 ans qu'on ne gagne pas un match, comme tu l'as dit, Pascal, en séries éliminatoires. Puis il y a une chose qui, selon moi, on n'en parle pas assez, mais Brandon Hyde n'est pas l'homme de la situation. Là. Fait que ça, il va falloir l'adresser à un moment ou à un autre. Puis il va falloir dépenser. De ce qu'on entend entre les branches, le propriétaire veut dépenser, le directeur général ne veut pas. Donc, on a un problème à adresser là aussi. Là. J'ai hâte de voir Michael Elias parce que, tu sais, pour l'instant, je veux dire, il est sur un chemin de tranquillement pas vite peut devenir un des bons hommes de baseball de sa génération parce que c'est lui qui a repêché tous les gars qui ont formé la dynastie à Houston. Puis c'est lui qui a été le DG qui est en train de former cette équipe-là à Baltimore. Fait qu'il est à 1 ou 2 championnats de se dire hey, Mike Elias a été un des bons dirigeants de son époque, mais on n'est pas là. Je veux dire, il faut qu'il gagne à Baltimore pour ça. Là, il est aussi à quelques décisions de perdre son emploi. Là. Si le propriétaire veut dépenser, puis que le directeur général, il tient la ligne ferme, mais qu'il ne gagne pas, ben c'est lui qui va sauter. Là. Puis, tu sais, tu dis propriétaire, il faut dire nouveau propriétaire. Lui, il arrive, il veut faire. Tu sais, quand il est arrivé, la semaine d'après, il a fait un splash, il est allé chercher Burns. Tu sais, lui, il veut pas que les Orioles, ce soit le club que c'était dans les dernières années, puis on peut comprendre ça. Mais c'est drôle, un DG qui veut pas. Que son propriétaire lui dit hey, garde, là, moi, je suis prêt à te rentrer des Lamborghini dans le garage, là, tant que t'en veux. Oh, je sais pas, là, tu sais, j'ai une coupe de Toyota, là, puis. Mais c'est bien drôle comme réaction. Ouais, quand même. Je comprends un peu d'où ça vient dans le sens où il veut pas se menotter. Ceci étant dit, ta fenêtre est ouverte, là, elle est grande ouverte en ce moment. Il faut que tu rentres de quoi dans ta fenêtre, là, parce que sinon, elle va se refermer rapidement. Là, il ne veut pas se faire dire quoi faire non plus, là, puis il ne veut pas se faire mener. Non, exactement. Fait que non, bonne question sur Sugano. Ça a ouvert un beau petit débat. Sébastien, on a un commentaire ici. Les Yankees seront tranquilles d'ici à un échange de Marcus Stroman. Donc, je la transforme en vrai ou faux? Je vais séparer la phrase en deux. Je crois vraiment à un échange de Marcus Stroman. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'ils seront tranquilles jusqu'à l'échange de Marcus Stroman. Là, présentement, on est sur le dossier du joueur de premier but. Ça nous prend un bon joueur de premier but. On a comblé plusieurs lacunes, mais il reste quand même celle-là, entre autres. Mais ça n'empêchera pas une transaction de Marcus Stroman. Pour moi, j'ai plus l'impression que Stroman, ça va se faire, mais à un certain moment où il va avoir un besoin ailleurs, peut-être qu'on va payer une partie du salaire, mais je ne pense pas que ça va empêcher les Yankees de bouger d'ici là.
Euh, Pascal, question pour toi ici. Salut les gars, ça coûterait quoi pour aller chercher Baum à Philadelphie pour les Blue Jays? C'est sûr que ça boucherait un gros trou au troisième coussin. Moi, je veux focuser sur. Parce que le prix, c'est sûr que ça coûterait cher. Ça coûterait comme des gros espoirs quand même. Là. Les Phillies ne le laisseront pas partir à rabais ou des espoirs, même des joueurs quand même établis parce que Philadelphie cherche à gagner. Mais moi, Pascal, je veux focuser sur la dernière partie de la question. Toi, si tu es un directeur général en ce moment, es-tu plus intéressé par un Alec Bohm qui est à 2 ans d'autonomie, qui coûte moins cher en argent, mais qui va te coûter des espoirs, qui va te coûter des espoirs à aller chercher ou des joueurs établis, ou tu vas chercher un Bregman qui va peut-être avoir un trop gros contrat, mais qui arrive avec quand même 2 bagues de la Série mondiale, même s'il y en a une que c'est celle de 2017, là, mais qui arrive avec son. C'est un joueur beaucoup plus établi dans le baseball majeur, beaucoup plus renommé. À choisir entre les deux, toi, est-ce que tu es plus côté Bohm, est-ce que tu es plus côté Bregman? Moi, je prendrais Bregman. Je prendrais Bregman qui arrive avec son bagage, qui arrive avec le pouvoir de changer les choses dans un vestiaire, le pouvoir de changer encore des choses sur un terrain, puis le pouvoir d'influencer ses coéquipiers. Je ne pense pas que Bohm ait tout ça en lui actuellement. Oui, c'est un bon joueur. Oui, il a eu des bonnes statistiques, mais si les Phillies cherchent à s'en départir, il y a sûrement une raison. Oui, il est à 2 ans de l'autonomie. Là. Évidemment, à un moment donné, peut-être qu'il fera un choix puis il quitterait les Phillies de toute façon. Mais si j'avais un choix à faire demain matin entre les deux, pour toutes les raisons que je viens de nommer, je prendrais Bregman. Toi, Sébastien? Moi, je vais aller avec Baum. Il te coûte beaucoup moins cher au point de vue monétaire, donc ça te donne de la marge de manœuvre pour aller chercher un autre joueur dont tu as besoin. Je parle entre autres des Jays dans cet exemple-là. Puis, j'ai pas l'impression qu'il a été placé dans les meilleures circonstances à Philadelphie. On dirait qu'il s'est passé quelque chose derrière. Même avec le gérant, je pense qu'il est capable d'en donner beaucoup plus que ce qu'il nous a montré jusqu'à maintenant. Puis, pour répondre à la question, qu'est-ce que ça coûterait? Je ne sais pas exactement, mais je n'ai pas l'impression que les Jays ont en ce moment dans leur système de filiales, dans l'organisation, ce qu'il faut pour payer un Alec Bohm. Puis si on prend l'exemple des Blue Jays, il y a justement Landry ici qui a répondu. Je crois qu'il faut amener au moins un cogneur, mais je pensais plus à un jeune pour un joueur au troisième but comme ça. C'est vrai qu'un Addison Barger peut-être aussi peut être une solution. Mais bon, c'est sûr que si tu veux essayer de gagner, ça va te prendre des ajouts quelque part. Puis probablement que le troisième coussin, c'est une bonne place quand même là, pour aller ajouter. Sébastien, on a une question ici que je te soumets. Pourquoi beaucoup de joueurs refusent de venir chez les Yankees? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je pense que tu as touché un des points, c'est que tu aimes ou tu n'aimes pas. Puis il n'y a pas de zone grise. C'est un ou l'autre. Mais de là à ne pas vouloir y aller avec le contrat que pour la plupart du temps, les Yankees offrent, je ne peux pas l'expliquer. Je pense que c'est des raisons qui appartiennent à chacun des joueurs qui refusent, entre guillemets, d'y aller. Là. Pascal, question ici de Benoît. Roki Sasaki, qui est évidemment, on s'en rappelle, le prochain grand nom chez les lanceurs japonais qui va signer dans les prochaines semaines dans le baseball majeur. A-t-il des chances de signer avec les Yankees, selon toi? Dans les prochaines semaines ou à une semaine du camp d'entraînement, sait-on jamais. Moi, c'est drôle parce que son nom est circulé, mais associé à de drôles d'équipes au cours des dernières semaines, là, à laquelle on ne s'attendait pas nécessairement. Est-ce qu'il y a des chances de signer chez les Yankees? Moi, je pense qu'il y a autant de chances de signer chez les Yankees qu'ailleurs. Je ne suis pas certain que les Yankees, oui, peut-être qu'ils feraient une place dans la formation dans la rotation des partants, mais la rotation des partants des Yankees, elle est très intéressante actuellement. Est-ce qu'on tasserait quelqu'un pour signer Sasaki malgré tout le talent qu'il a? Moi, je le vois plutôt signer ailleurs qu'à New York. Là. C'est drôle. Là. Sébastien? Bien, s'il ne signe pas avec les Yankees, ce ne sera pas de la faute de l'organisation de New York parce qu'on va aller le rencontrer en personne, on va faire nos devoirs, on a une présentation, mais la décision va lui appartenir. Puis ce qu'on entend, c'est que peut-être qu'il préférerait un plus petit marché. Ce n'est pas le cas des Yankees. Donc, c'est peut-être à ce niveau-là que ça va jouer. Puis je pense que peu importe les formations qui vont être dans le Derby Sasaki, ça va vraiment être la décision du joueur à la toute fin qui va faire la différence. Je ne pense pas que ça va être une question d'argent parce que ce n'est pas un joueur international comme les autres. Il va devoir se plier à certaines exigences.
ça va être son choix, où est-ce qu'il va se sentir le plus à l'aise, s'il veut un plus petit marché parce que peut-être un petit peu plus peur de la pression ou la soutient un petit peu moins, ben au final, ça va être son choix. Moi, j'ai l'impression, je ne veux pas enlever trop rapidement le nom des Padres. Le nom revient souvent dans la discussion. Tu sais, c'est un gros marché, mais je veux dire, c'est pas C'est un New York. moyen marché. C'est pas New York. Il y a juste comme un gros marché, mais c'est ça. Ouais. C'est pas New York, c'est pas Chicago, c'est pas Los Angeles. Puis Chicago, il y a juste aussi comme un moyen marché. Là. Mais c'est un nom qui revient souvent. Il adore Yu Darvish. Je sais pas. C'est sur la côte ouest, c'est proche. Évidemment, pour les Japonais, là, c'est souvent un aspect qui est important. Moi, j'ai envie de surveiller les Padres là, dans ce dossier. Pascal, tantôt, on parlait des Orioles et il y a Jean-Michel qui nous a apporté un bon point. La perte de Santander aussi peut faire mal à cette équipe-là. Tu sais, si on n'arrive pas nécessairement à remplacer son coup de bâton, c'est quoi, c'est 44 circuits cette saison? Il frappe des deux côtés du marbre. Ça fait mal, ça. Ben, côté vétéran, côté leadership, je pense qu'il va falloir qu'il y ait certaines personnes qui se lèvent plus rapidement que d'autres. Là. Puis Atlee Rushman est possiblement celui qui est capable de prendre tout le leadership sur ses épaules. Ouais. On connaît le talent, on connaît le potentiel, on connaît ce qu'il est capable de donner. Puis oui, la perte de Santander, ça peut être très coûteux, mais en même temps, on a quand même des éléments qui peuvent prendre le relais. C'est tous des joueurs qui sont arrivés un peu en même temps, puis qui risquent d'éclore un peu tous en même temps, mais ils ne sont pas tous capables d'assumer un leadership. Toujours sur le sujet, Sébastien, des Orioles, il y a Martin qui nous demande Cal Ripken Jr., y a-t-il un rôle à Baltimore? Il a été ajouté, là, justement. C'est-tu à l'équipe de propriétaires même? Ça se peut-tu qu'il soit actionnaire minoritaire? Ou sinon, il est dans les bureaux, mais il y a un rôle, Cal Je ne Ripken. sais pas s'il y a des parts, mais oui, il y a un rôle plus grand que par le passé où il était un petit peu plus une figure dans l'organisation. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça va avoir un impact. Est-ce que, tu sais, oui, tu peux avoir des gros noms, des bonnes têtes de baseball dans ton personnel, mais à un moment donné, comme on l'a dit, il faut que tu y ailles. Il faut que tu y ailles un petit peu all-in, il faut que tu payes, il faut que tu attires les joueurs. Puis présentement, ce n'est pas le cas à Baltimore. On en perd au lieu d'en gagner. Une chance que nos jeunes sont en train de pousser, qu'ils prennent un an de plus, prennent de l'expérience, parce que présentement, on n'a pas une meilleure formation que l'an dernier où on a connu une très mauvaise fin de saison et qu'on s'est fait éliminer dès le premier tour. Pascal, question de Patrick Boivin ici. Croyez-vous que Pete Alonso peut se ramasser avec les Yankees? Pourquoi pas? On est en recherche d'un joueur de premier but. Il y en a quelques-uns, des joueurs de premier but intéressants. Là, on parle de Christian Walker également. Mais au même titre que Alonso, pas Alonso, mais Soto a quasi traversé le trottoir pour changer de stade. Alonso pourrait faire le chemin inverse. Puis ce serait un bon fit. C'est pas un frappeur de moyenne, ceci étant dit. C'est un frappeur de puissance. Mais si on le signe, on sait qu'est-ce qu'on signe. Là. Sébastien? Ben encore là, même réponse, pourquoi pas? Puis ça serait la cerise sur le Sunday d'aller chercher Alonso, en plus d'avoir ajouté Bellinger, Williams, Fried. On parlait de boucler la boucle tantôt, ça aussi, ça bouclerait la boucle. Puis oui, c'est ça, c'est pas un frappeur de moyenne, c'est plus un frappeur de puissance. On en a beaucoup à New York. Mais quand même, d'ajouter un joueur de premier but qui peut amener ce côté-là, ça ne ferait pas de tort parce que de perdre Juan Soto, veut pas, il faut le combler d'une façon ou d'une autre. Puis présentement, offensivement, on ne l'a pas encore comblé. Moi, de mon côté, je vais continuer de prédire les Mets, mais est-ce qu'il peut se ramasser là? Oui, il peut. Je pense que c'est une possibilité. Sébastien, question de Benoît ici, ça revient un peu, on en a parlé un peu tantôt du personnel de lanceurs des Mets, mais je trouve que la question est plus directe comme ça, je la trouve intéressante. Est-ce qu'ils ont la pire formation de lanceurs dans la division Est de la nationale? C'est dur à dire parce qu'il y a quand même les Marlins et les Nationals. Là. Ouais. Mais, les Nationals viennent de signer Michael Soroka, ils ne sont pas en voiture. Là. Non, c'est ça, on patch. On parlait de patchage, là, on patch. Donc, je ne crois pas à ce point-là, mais certainement la troisième du trio de tête, là, on n'est pas proche des rotations des deux meilleures formations de la division. Puis c'est ça qui fait mal en ce moment. Parce que tu prends les Braves d'Atlanta en santé, c'est un tout autre club, puis on a de l'expérience, on sait comment gagner. Les Mets, on n'est pas trop sûr. L'an dernier, c'était un peu une surprise, tout allait bien au bon moment. On
a réussi à se faufiler, se rendre en série de championnat, mais il n'y a rien qui nous confirme que ça va être le cas l'an prochain. Puis les Phillies aussi, ils savent comment gagner, puis ils veulent gagner. On est déçus des dernières séries éliminatoires, on est déçus de la façon que ça s'est passé. On va remédier à la situation, on va tout tenter pour gagner. Fait encore une fois, les Mets, ils n'ont pas la meilleure équipe de la division, ils n'ont pas la deuxième meilleure équipe de la division, ils sont troisième présentement. Le plan est à long terme, ils ont 15 ans Ouais. pour gagner avec Soto. Oui, puis on parle de la division, mais il ne faut pas oublier les Dodgers. Là. Si tu sors de la division, tu n'es pas sorti du bois. Là. Notamment. Puis si les Cubs réussissent à mettre la main sur un lanceur, là, il y a beaucoup de rumeurs, là, c'est-tu avec Luzardo ou avec Castillo, si on réussit à mettre la main sur un lanceur de premier plan, peut-être que finalement, ce qu'on espérait il y a un an avec l'arrivée de Craig Counsell pourrait finir par arriver. Petite mise au point ici, on parlait de Santander, il a signé où? Il n'a pas signé encore. C'est juste qu'on ne s'attend vraiment pas à le revoir avec les Orioles là, de la façon dont ça se dessine en ce moment. Question ici, si je ne me trompe pas, les Jays n'ont pas de deuxième receveur. Ne manque pas de respect au bon Tyler Heinemann. Ok, non, tu as raison, ils n'ont pas de deuxième receveur. Je dirais qu'ils n'ont pas de premier non plus, mais ça, c'est une autre histoire. Il dit d'après moi, Kirk n'a pas perdu 50 livres pendant la saison morte. Il a quand même perdu un peu de poids, ceci étant dit, mais clairement pas 50 livres, ça je te le concède. Il ne peut pas prendre une trop grosse charge de travail, à ton avis. C'est aussi mon avis. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ce gars-là ne se met pas plus en forme depuis ses débuts. Je crois qu'il prendrait un bon step s'il était en shape. On est aussi de la même école de pensée. Fais juste pas trop le dire à Alek Manoah pour pas qu'il se fâche avec son ami receveur. Mais sinon, je suis d'accord. C'est ça. Fait que voilà, je suis d'accord que j'aurais aimé ça revoir un gars comme Danny Jansen re-signer à Toronto. Là, je pense qu'il aurait pu faire un bon tandem. À la place, il va aller frapper des circuits au George Steinbrenner Field en 2025. Dernière petite question, messieurs, sur laquelle je veux qu'on finisse et on va tous y répondre. Jean-Michel qui nous dit, même si les Diamondbacks vont perdre des joueurs, mais selon vous, est-ce qu'il y a des équipes parmi les Rockies, les Cards, les Pirates, les Reds, les Nationals, les Marlins, les A's et les Angels qui pourraient surprendre pour la prochaine saison? J'ai envie d'y aller avec Sacramento, moi, parce qu'ils ont refusé d'échanger bien des joueurs. Ils ont signé Severino. L'an passé, en deuxième moitié de saison, les Aces étaient une bonne formation de la Ligue américaine. Écoute, peut-être que le fait de jouer dans un stade minable puis tout le déménagement, peut-être que ça va les affecter. Là, ça, j'exclus pas ça. Mais c'est pas une vilaine formation, puis on n'a pas déconstruit cet hiver comparé aux autres hivers. On a un nouveau public impressionné. C'est pas impossible qu'on rajoute encore des joueurs pour faire augmenter le payroll pour que l'association des joueurs ne soit pas sur notre cas. Donc, en fait, là, je vais le laisser ici là, pour avoir la liste. Là. Mais de mon côté, j'y vais avec les Aces de Sacramento. Pascal, de ton côté, est-ce que tu as une équipe en tête? J'y réfléchis. J'irai avec les Angels, moi. C'est drôle, hein? Ah oui, hein? Zéro pression. Il n'y a aucune attente qui sont basées sur cette équipe-là. Il y a quand même des bons jeunes joueurs qui sont dans l'équipe depuis quelques années. On essaie, bon an, mal an, de signer des joueurs autonomes, malgré que ce n'est pas facile. Peut-être que Mike Trout va finir par revenir en santé, qui sait. Peut-être là, tu espères fort, là, par exemple. Ouais. Puis, mais moi, parmi tout ce groupe-là, je prendrais peut-être les Angels qui pourraient connaître un certain regain de vie. OK, j'aime ça. Tout ça malgré Anthony Rendon. Fait que ça oui, serait vraiment. Je ne l'ai même pas mis dans l'équation. Non, c'est ça, mais il faut surmonter cet obstacle-là. Là. Oui, ça veut dire que tu pars deux steps en bas. C'est ça. Tu sais, l'expression partir avec deux prises contre soi, là, c'est ça. On est un podcast de baseball. Voilà. Mais Rendon, lui, il ne veut pas jouer, fait qu'il part à 3 prises. Oui, c'est ça. Aussi bien. Il reste dans le vestiaire. Oui, ça, il tente pas. Je vais y aller avec les Reds, moi, avec Tito Francona. Je pense qu'on a une superbe jeune formation. Eli de la Cruz, c'est le joueur sur qui on mise. Ça reste un diamant à polir, mais vraiment, on a de très bons éléments. Puis avec un gérant de cette trempe-là, j'ai l'impression qu'on pourrait passer au prochain niveau. De là à déloger les Cubs, peut-être pas, mais on pourrait se faufiler peut-être comme équipe repêchée, puis faire un petit bout de chemin, prendre l'expérience, puis ensuite bien penser à de plus grands exploits. Pascal, serais-tu complètement étonné si Terry Francona faisait d'Eli de la Cruz le MVP de la nationale? Je ne suis pas en train de dire qu'il va le gagner là, nécessairement en 2025, mais comme
Ça se peut. C'est une grosse année. Je ne serais pas étonné du tout. Je ne serais pas étonné du tout. Francona a cette capacité-là de rendre les joueurs meilleurs. Là. Ouais. Puis de la Cruz, il y a quand même un talent encore à polir. Là. Ça fait que oui, avec Francona aux commandes, là, moi, je ne serais pas surpris. Ça va être à suivre, évidemment, ce qui va se passer de ce côté-là en 2025. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été là encore une fois cette semaine pour le dernier épisode avant Noël. Donc, Pascal, on va te souhaiter des joyeuses fêtes, puis merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait toujours plaisir. Joyeuses fêtes à vous deux. Joyeuses fêtes à tous les gens qui nous écoutent. Absolument. Sébastien, pour les auditeurs, on n'a pas de date précise encore à laquelle on va revenir en 2025 parce qu'on verra comment nos vacances de Noël vont se passer, puis on verra selon l'actualité qu'il va avoir aussi. Mais on va suivez-nous sur le passionmlb.com, puis on va annoncer des détails à ce niveau-là. Puis écoute, si vous voulez continuer aussi d'aller sur le Passion MLB, c'est pas parce que c'est les fêtes qu'on va arrêter d'écrire non plus pour autant. Là. Non, exactement. On va être là tous les jours. Il y aura pas de. Il y a une pause du podcast, mais il n'y aura pas de pause de texte sur le passionmlb.com. Donc, s'il arrive quelque chose, c'est sûr qu'on va se coller à cette actualité-là, puis qu'on va être dans les premiers à la sortir. Donc, vous pouvez continuer à nous suivre tout au long de la pause qu'on va prendre du podcast, qu'on ne sait pas encore combien de temps, mais sur le site, aucune pause. Donc, joyeux Noël à tout le monde qui nous écoute. Merci Sébastien aussi pour le podcast d'aujourd'hui. Donc, j'allais dire on se dit à la semaine prochaine par à l'année habitude, prochaine. Mais on se dit à l'année prochaine. J'ai l'impression d'être une émission qui... j'ai un blanc sur le nom de l'émission. Là, à la semaine prochaine, mais qui devient à l'année prochaine, le 31 décembre. Voilà. Donc, transformons-nous et disons-nous à l'année prochaine. Bye tout le monde.